Bonjour à tous, bienvenue à Equilibrium, le podcast où on parle de cinéma tout en essayant de dépolariser les opinions. Ce podcast s'inscrit sous la bannière d'Arcalux, dont 3 membres sont avec nous aujourd'hui. Alex Marchand, bonjour. Bonjour. Sébastien Vaillancourt, bonjour. Salut. Et moi-même, votre hôte Samuel Larivière, qui espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Cette semaine, on va aborder la saga Star Wars, plus particulièrement la première trilogie, dans le but d'éclaircir la raison de la popularité de celle-ci. On n'a plus besoin de présenter cette saga mythique qui a commencé en 1977, créée par George Lucas, et qui pendant des années s'est attiré la ferveur des fans. Mais qui aujourd'hui s'attire plutôt la foudre de ces mêmes fans à cause des plus récents films qui sont considérés par plusieurs comme étant moins bons que les 3 premiers qui ont marqué l'époque. Cette semaine, nous avons 2 invités avec nous pour nous aider à avancer ce sujet. Donc, Victor Montoya, bonjour. Salut, bonjour. Et Victor Colt, bonjour. Salut à tous. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez, Victor Montoya, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background de pourquoi t'es invité ici en ce moment? Ouais, ben j'ai étudié en cinéma au cégep. Je me suis pris un bac, puis aussi j'ai étudié en scénarisation à l'UQAM. Et ouais, je suis un gros fan de Star Wars depuis que je suis tout petit, puis je trouvais que ça allait être intéressant de venir ici, puis genre de parler de ça. Puis je parle aussi je parle de la musique de John Williams, puis également genre du marketing, genre du premier Star Wars, puis aussi un petit peu genre du marketing, genre du dernier Star Wars. Parfait, merci beaucoup. Et toi, Victor? Donc c'est un peu pareil, c'est un peu le même parcours que Victor Montoya, sauf que petit détail, c'est que je suis né du mauvais côté de l'Atlantique, donc j'ai pas fait de cégep. J'ai un bac, l'équivalent d'un bac en ciné en France, et je suis ici maintenant à l'UQAM. On vient de finir le programme de scénarisation l'an passé, qui était vraiment génial, et puis maintenant je pense qu'on peut se dire qu'on est tous des wannabe scénaristes. Pourquoi je suis ici? Parce qu'il fallait que je trouve un prétexte pour sortir de mon lit, et puis qu'Alex Marchand m'avait proposé de venir pour parler ciné et Star Wars. Parfait, très bien. Ça en fait plaisir. Hein? Donc, je commencerai avec une petite question, se dégourdir un peu. Donc, je vais commencer avec toi, Sébastien. Ton ressenti par rapport à la saga Star Wars, à l'univers Star Wars. Je sais que t'es assez investi dans cet univers-là. T'es probablement la personne ici qui s'y connaît le plus. Donc, ce que t'en penses, la place que ça occupe dans ta vie, en fait. Ben, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai grandi avec Star Wars, évidemment. Sous toute réserve, je me dis avide fan. Quoique, bon, je me présente pas à aucune convention. Là. J'ai pas vraiment l'argent pour ça, malheureusement. Mais oui, je me dis avide fan de Star Wars. Ça occupe une grande place dans ma vie. Parfait, merci Sébastien. On va passer maintenant à Alex, que je sais que ta relation est un petit peu plus houleuse avec cette saga mythique. En effet, c'est une relation un petit peu d'amour-haine. Hein. Je veux dire, les science-fiction, ça a toujours fait partie un petit peu de mon background. Pas parce que c'est des univers que j'adore ou en fait, c'est différent du quotidien, hein, c'est du spectacle. Et moi, j'ai toujours grandi à travers la technologie, à travers à travers, en fait, mon père qui écoutait les Star Trek, les Star Wars, les Star Sea, les Stargate, et les Galaxy Quest. En fait, il y en a juste un. Mais mais ouais, c'est la série Star Wars, oui, j'ai quelques opinions assez houleuses, comme vous l'aviez mentionné, mais ouais, j'ai hâte d'en parler avec vous. On va voir ce que ça va donner. Parfait, merci beaucoup, Alex. Maintenant, Victor Colt, ta vie avec Star Wars, comment toi tu vois ça? C'est intéressant que tu me poses la question parce que c'est un peu comme Alex, je dirais. Je me considère pas du tout comme un fan de Star Wars. J'ai pas de haine vis-à-vis de ça, mais c'est juste que j'ai toujours grandi à côté de l'espèce de grande passion qu'il y avait pour Star Wars. J'étais un peu différent, j'appréciais les films comme n'importe quel autre blockbuster, je dirais. Et pour moi, je suis peut-être le seul sur la planète Terre entière à réagir comme ça, mais ça a changé en 2015, en décembre 2015, quand le 7 est sorti, et que j'ai trouvé qu'il y avait justement autre chose par rapport aux 6 premiers films qui avaient été sortis avant. Et j'ai vraiment découvert ça, j'ai commencé vraiment à être fasciné par l'univers, à ce que les personnages pouvaient raconter, à ce que la quête du héros était... comment elle était détaillée dans les films. Et même chose pour l'épisode 8 après, en 2017, qui m'a encore plus plu et qui, justement, bouleversait tout ce qui avait été fait avec les 7 premiers films. Ouais. Mais j'en garde une... Vraiment, c'est peut-être le film que je chéris le plus de toute la saga.
Ouais, c'est quand même étonnant parce que de manière générale, quand on parle des Star Wars, les gens ont tendance à dire « Ah, mon préféré c'est le 4 ou le 5 ou le 6 », mais c'est très très rare qu'on va entendre des gens qui ont adoré la nouvelle génération en fait. Et les gens qui le font, c'est souvent soit des enfants en bas âge qui ont vu que ça, ou justement, je pense que c'est une des premières personnes de nos âges dans la vingtaine qui a cette opinion-là de Star Wars. Donc c'est super intéressant comme point à porter. C'est peut-être parce que j'ai le quotient intellectuel d'un enfant aussi. Donc, En effet, hein, t'es comme une double minorité ici. Là, je veux dire, moi, je connais absolument personne qui va se mettre à glorifier l'épisode 7 ou la nouvelle trilogie volontairement. Hein, je veux dire, quand on parle de personnages qui sont souvent accusés d'être des Mary Sue, là, quand on parle de Rey, ou d'une saga avec une narration qui est vraiment un petit peu, shady, on peut dire, là, où est-ce qu'on a l'impression qu'on essaie juste de nous vendre des figurines. Moi, je sais pas quel genre d'opinion tu peux avoir là-dessus, mais moi, c'est ce que j'apporte, là. On va revenir là-dessus, la narration. Je vais être à mesure de... On y viendra entre un lieu. Pour l'instant, on va se focusser sur la première trilogie. Donc, Victor Montoya, ta vie avec Star Wars, toi? Ma vie avec Star Wars, je me souviens pas d'une vie sans Star Wars, sincèrement, genre. Tu sais, comme c'est présent depuis comme les années 70, en fait, fin 70. Puis, tu sais, j'ai grandi en regardant la nouvelle trilogie, genre, que j'ai absolument adoré. Genre, c'était comme plein de couleurs, c'était super, genre, vivant. La trame sonore, là, était, genre, juste magnifique, là, genre, tu sais, comme Duel of the Fates, c'est des affaires de même. Genre, on va que tu t'emportes en parler. Ouais, mais je m'excuse. La passion est belle, la passion est belle. Ça. Mais, ouais, c'est ça, genre, tu sais, je me souviens avoir regardé ça, je me souviens avoir regardé avec un gros genre d'intérêt les premiers épisodes, même si c'était avec un CGI qui était complètement démodé, genre j'étais quand même genre transporté dans cet univers-là qui était super bien construit, qui était super genre profond et tout. Puis ouais, je dirais pas que je suis le plus gros fan de Star Wars, mais je suis un grand fan pareil, genre. Puis tu sais, je suis pas un gros fan de la nouvelle trilogie, mais je dois dire que le 7, je l'ai plus aimé que les autres de la trilogie, selon moi. All right. Dans mon cas, à moi, c'est ça. Moi, je me positionne d'une manière un peu spéciale aussi. C'est-à-dire que j'ai 23 ans et j'ai découvert Star Wars l'an dernier, en 2019. Pour la première fois, j'ai écouté le 4e épisode. Je n'avais vu aucun Star Wars avant ça. Donc, mon expérience avec Star Wars a été un peu contraire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nostalgie d'inclus dans mes visionnements de Star Wars. Il n'y avait pas cette espèce d'idée qu'ils devaient faire mieux les nouveaux que les anciens. Pour moi, c'est comme je regardais 9 films en même temps un peu. Donc, ça a fait que j'ai aimé les films, mais je trouve que, surtout la première trilogie, je trouve qu'il y a plusieurs défauts de la première trilogie qu'on lui pardonne parce que justement, c'est la première trilogie. Vis-à-vis la nouvelle trilogie qui est quand même très bonne. J'ai pas vu le 9, malheureusement, donc je peux pas commenter sur celui-là qui s'est fait détruire selon les critiques. Mais pour le 7 et le 8, j'ai pas grand-chose à redire et je trouve même que c'est de très bons films, surtout mis en comparaison avec la première trilogie. Mais bon, cet avis-là, c'est le mien. Puis il y a peut-être quelqu'un ici, justement, qui n'est pas d'avis par rapport à certains points que je fais en ce moment sur la première trilogie. Je crois qu'il y a Alex qui veut parler. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, même. J'irais même jusqu'à dire que... Tu sais, en fait, on fait partie de la génération qui n'a pas vu de fusée de la Saturne 5 aller sur Mars, sur la Lune, pardonnez-moi, ou sur Tatooine. On fait partie de la génération qui n'a pas vu la première trilogie. On fait partie de la génération qui a à peu près rien vu, qui n'a pas de nostalgie, qui n'a pas grandi avec la technologie, le contexte, la politique qui est en lien avec ça. Les films qui ont sorti en 1977, on les a pas vus. Ou en tout cas, je crois, à moins que les messieurs dans la salle, oui. Alors, ouais, c'est vrai que ça nous donne un espèce de recul... j'ai peur de dire biaisé parce qu'on a quand même des backgrounds dans le cinéma. Mais c'est sûr qu'avec le contexte idéal, on aurait un angle d'approche idéal. Mais si je prends une comparaison avec les films d'aujourd'hui, là, je veux dire, on a le contexte d'aujourd'hui, on l'applique ça sur des films d'aujourd'hui, puis c'est quand même difficile de dresser des portraits propres aux films qu'on regarde. Je sais pas si Victor Colt, t'as l'air de vouloir t'avancer. Oui, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais justement, c'est que je pense que Star Wars c'est culte pour cette raison-là justement, c'est qu'il y a quand même une histoire de transition entre les générations et de passation. C'est que visiblement on est plusieurs autour de la table à avoir échappé à ce contexte où t'as beaucoup de parents qui montrent ça à leurs enfants. Donc une génération qui a découvert les films en salle, puis qui s'est mis ensuite à les montrer en VHS, en DVD, puis maintenant t'as encore une autre transition
de ses enfants qui sont devenus adultes et qui le montrent aussi à leurs enfants. Là, on est plusieurs à avoir échappé un peu à ça, à découvrir les films par nous-mêmes, peut-être pas forcément dans le bon ordre en plus. Donc on n'est plus dans ce côté culte, comme tu disais tout à l'heure. Et peut-être que nos rapports biaisés, je sais pas, dans le sens où justement, au-delà du film, il y a le contexte, il y a le fait qu'il y a cette passion qui se transmet. Je pense que c'est ça aussi qui accroît le statut de la saga. Oui, c'est clair. Disons, à moins de faire des recherches, c'est dur de voir justement cette espèce de contexte socio-économique-là qui a mené à l'avènement du premier Star Wars. C'est un pan de recherche que je me suis décidé à faire. Puis en fait, ce que j'ai découvert dans ma recherche, c'est que George Lucas, à la base, le film qu'il voulait faire... En fait, on a eu Star Wars à cause de Federico Fellini. Ça peut paraître très étrange dit comme ça. Fellini est le réalisateur de 8,5, grand réalisateur postmoderne. Mais en fait, c'est que George Lucas voulait réaliser des films basés sur l'histoire de Flash Gordon, qui écoutait à la télévision quand il était très jeune. Puis, il a essayé d'avoir les droits pour ça, mais Fellini il avait déjà acheté les droits. Donc, il ne peut plus les avoir. Donc, Lucas a dû improviser et donc faire une histoire par lui-même, entourant un univers intergalactique où des choses se passeraient, une conquête de l'espace, etc. Ce qui a mené au premier script de Star Wars. Donc, c'est super intéressant de se dire que la raison pourquoi c'est né, c'est parce qu'un grand réalisateur a voulu faire un film dans le même esprit et que quelqu'un s'est pas arrêté à se dire « Ah, ben, tu sais, quelqu'un en fait déjà un, donc je n'aurais pas à le faire. » Non, il s'est dit « Je vais le faire, mais à ma façon, pour mes intérêts à moi. » Oui, t'as raison, mais au-delà de ça aussi, je trouve que ce qui est intéressant dans l'univers Star Wars, c'est que en plus de se classer comme une œuvre de science-fiction, c'est quand même un univers qui va être peuplé de plein d'autres références. Donc tu penses à la science-fiction, mais je pense qu'on peut aussi parler des arts martiaux. T'as énormément d'éléments, de symboles qui rappellent à la fois les samouraïs, mais aussi la culture du yin et du yang, les histoires du côté de la lumière et du côté sombre. Ouais, tout à fait. Puis il y a aussi tout le délire western aussi, là, quand on regarde des personnages comme Ham Solo, il y a carrément des bottes de cowboy. Là. Surtout dans le premier, dans l'épisode 4, là, c'est carrément un cowboy qui tire en dessous de la table, qui est d'ailleurs calqué sur une scène d'un autre film western dont le nom m'échappe en ce moment. Là. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, il me semble qu'un des premiers reproches qui a été fait à Star Wars, donc l'épisode 4, le premier du nom, c'est que le scénario est un plagiat, plus ou moins, de la forteresse... Ouais, la forteresse cachée de Hidden Fortress. De Kurosawa, ouais, tout à fait. Ben, en fait, le dernier script, c'est ça qui est bien aussi, c'est que le dernier script est vraiment moins pire, parce que le premier script, Lucas a lui-même dit de son propre aveu que le premier script, c'était carrément la forteresse cachée dans l'espace. C'est presque mot pour mot. Donc, c'est vraiment sa grande inspiration, la forteresse cachée. Mais c'est ça, c'est un reproche qui est souvent fait à Star Wars, sauf que d'un côté, je crois qu'il y a une différence entre prendre de l'inspiration et calquer carrément. Et je crois que Lucas, c'est quelque chose qui a bien fait dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup d'inspiration de plusieurs endroits différents. Je vais revenir là-dessus plus tard, mais il a réussi à faire de quoi un peu plus différent avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est surtout qu'il y a un moment où inspiration plus que plagiat, je l'entends très bien, et c'est vrai que c'est ça aussi qui amène la richesse des films comme Star Wars, mais aussi de tous ces films qui sont sortis à la fin des années 70, où on relève plusieurs connexions interfilmiques entre ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. C'est pour ça que je pense qu'on a un début, un renouveau à Hollywood, qui avait le nouvel Hollywood, mais maintenant on revient aux grosses productions. C'est justement... On a commencé à regarder ce qui s'est fait en Europe, on a commencé à regarder ce qui s'est fait en Asie, et puis on s'inspire de tout ça pour changer les codes des films. Et en piochant à droite à gauche toutes ces différentes manières de faire, ces savoir-faire, justement, on arrive à rendre des œuvres, je trouve, bien plus riches, en tout cas un renouveau qui est très rafraîchissant dans la production cinématographique. Ouais. Puis c'est intéressant que tu mentionnes les inspirations d'idées d'autres œuvres, parce que c'est intéressant de se dire que Star Wars est devenu une franchise tellement grande, tellement importante, que certains films sont reprochés de s'être beaucoup trop inspirés d'autres films avant, comme souvenez-vous, plusieurs critiques pour l'épisode 7, c'est que c'était un copier-coller du 4 avec la Starkiller Base qui ressemble étrangement à Death Star. Fait que c'est intéressant de se dire que c'est devenu tellement gros qu'un peu que ça se tire, il se tire un peu dans le pied, là. Juste petite pièce de trivia. Tu sais, Starkiller, c'était en fait supposé être le nom de Luke Skywalker, genre dans la première trilogie.
Genre, je sais pas, quand t'as dit ça, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, en effet, son premier nom, c'était Starkiller. C'était très spécial comme première ébauche. Dans la première ébauche, Luke Skywalker avait 60 ans et c'était un général Jedi, en fait. Complètement à l'opposé de ce qu'on a eu comme personnage du petit gars sur une ferme avec son oncle et sa tante. Puis Obi-Wan, c'était censé être un ami de lui. Puis il était censé avoir Anakin qui aurait été le fils de Luke dans le premier opus. C'est assez intéressant. Il y a eu plusieurs écritures. Au final, il y a eu 4 scripts complètement différents du premier Star Wars que George Lucas a fait. Donc, ça nous donne une idée du temps passé par cet homme sur ce travail-là. C'était un monument pour lui. C'était le travail de sa vie, en fait. C'est vrai, hein, quand on parle de script, là, quand on dit 4 scripts différents, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'écriture consécutive. Et puis, vous avez mentionné comme quoi que le personnage serait un général Jedi avec un ami. En fait, c'est... mais j'y pense, là, puis le scénario aurait été vraiment plus dur à construire, j'imagine. On donne des avantages vraiment monstrueux à un personnage quand il provient de l'armée. Je veux dire, de prendre une minorité, de lui dire qu'il est dans une ferme, puis de dire qu'il a accès à rien, tu sais. Je veux dire, il prend les droïdes du bord, puis il fait avec. Je pense que ça aurait donné un récit vraiment, vraiment différent et possiblement moins intéressant. Je veux dire, que l'histoire du petit garçon qui détruit l'étoile de la mort. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'entre-temps, entre ces différentes écritures, il y a le fait qu'il a dû lire le livre de Joseph Campbell, dont le nom m'échappe, Le héros aux 1000 visages. Ouais, exactement, C'est le ça. héros aux 1000 visages. Ouais. Justement, et je pense que c'est ça qui fait beaucoup le charme de Star Wars, c'est que même si l'univers est très éloigné de la réalité, il en reste pour autant quand même vraisemblable. Et on a beaucoup d'empathie pour tous les personnages parce qu'on s'identifie énormément. Du fait est que c'est une histoire initiatique d'un jeune premier, un jeune puceau comme le nommait Stéphane Leclerc. Je tiens à lui faire une petite dédicace. Donc oui, en fait, c'est une histoire qui nous semble complètement extraordinaire, mais je pense qu'en même temps, elle parle à beaucoup de gens. Et le charme de Star Wars, peut-être voilà pourquoi c'est aussi autant apprécié. Ouais, ben justement, c'est que le truc du héros aux 1000 visages, George Lucas lui-même a dit qu'il s'était complètement basé pour ça, pour faire l'histoire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas déteste écrire. Pour mourir, vraiment. Il aime pas ça, écrire. Ça paraît très ironique, mais c'est justement pour ça que les idées viennent de lui. Mais l'écriture, il a écrit le premier avec beaucoup d'aide, en fait. Il a pris énormément de trucs à gauche et à droite pour l'aider à finir le premier. Il y a d'ailleurs deux scénaristes qui l'ont aidé pour le dialogue parce que ces dialogues étaient complètement mauvais. Harrison Ford, d'ailleurs, lors des dialogues, souvent a dit à George Lucas, tu peux peut-être l'écrire, mais moi, je peux définitivement pas dire ça. Mais ouais, c'est ça, genre la genre de scène mythique avec Han Solo puis Léa quand, quand Han Solo va se faire genre carboniser. Genre, Ouais. Le dialogue aujourd'hui, c'était genre... c'est quoi déjà? I love you. I know. Mais genre, c'était censé être autre chose genre, au début. Puis genre, je pense que George Lucas avait dit comme, OK, dans le pire des cas, tu peux genre improviser ton truc. Moi, justement, j'ai envie de rebondir sur ça parce que ça me fait penser. Et puis c'est un des points que je tenais à souligner, c'est que pour beaucoup de gens, George Lucas, c'est le faiseur de Star Wars. Et je trouve que c'est faux. Et si on se penche sur la question, oui et non. Mais... il a toujours proclamé ça, que c'était son idée, que c'était son bébé, que c'était lui qui avait tout conçu le projet à la base. Et encore plus depuis le rachat de George Lucasfilm par Disney en 2013, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, je crois que c'est dans ces environs-là. Ouais. Voilà, il a toujours eu ce côté très arrogant. Je tiens à le dire maintenant, comme ça j'enlève le doute. Oui, pour moi, George Lucas est une personne plutôt détestable. Mais c'est ça aussi que je tiens à souligner, c'est que à plusieurs reprises, même déjà à l'époque de la première trilogie, il aurait failli faire tomber toute la saga un peu dans l'oubli parce qu'il prenait des mauvaises décisions et à cause de son arrogance, il se mettait beaucoup de gens à dos. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu le mérite de batailler pour que les films s'en sortent, comme sa femme, qui aujourd'hui n'en tire aucun bénéfice et aucun mérite. Donc à plusieurs reprises, que ce soit, même s'il a toujours été producteur sur les 3 films, c'est pas lui le réalisateur de l'épisode 5 et de l'épisode 6. Ouais, c'est pas lui non plus qui a écrit l'épisode 5 et l'épisode 6. Ouais. Ah. Bon, l'épisode 5 a demandé à quelqu'un, Leigh Brackett, si je me souviens bien de son nom, d'écrire le scénario. Elle était très malade et donc elle a fini une première ébauche puis est décédée malheureusement. Okay. Donc lui, il a repassé dessus et il a ensuite confié à un autre scénariste et le scénariste a lui-même dit en recevant en fait, il a déclaré ça à des médias des années plus tard, mais quand il a reçu
l'ébauche qui avait été retravaillée par George Lucas. Il a dit que c'était même pas un scène à scène, c'était entre le scène à scène et l'idée. Donc, vraiment, George Lucas n'écrivait pas bien. Mais c'est ça, les 2 épisodes les plus prisés, justement, l'épisode 5 et l'épisode 6, c'est eux qui ont vraiment rendu Star Wars très mythique, n'ont pas été écrits du tout par George Lucas ni réalisés. C'est simplement l'idée. Il a créé l'univers, puis tout le reste a été imaginé par d'autres gens, on dirait. Ben, même à partir de là, je pense qu'il y a aussi cette génération post-Nouvelle Hollywood, où il y a notamment les réalisateurs comme Spielberg, Scorsese, qui l'ont aidé à développer son idée, parce que, comme tu l'as mentionné, je pense que ça partait vraiment pas sur de bonnes bases. Il me semble que c'est Brian De Palma qui a une première lecture de script où, à la première projection de l'épisode 4, je crois, a dit un truc, non mais c'est complètement con, on n'y comprend rien. Donc, oui, encore une fois, moi je pense que ça reste quand même une œuvre collective, mais que bizarrement, on attribue tout le mérite encore à George Lucas, et que je pense vraiment que c'est pas le cas. C'est intéressant que tu parles de plusieurs créateurs un peu qui se mettent les mains dans la pâte pour Star Wars, parce que même aujourd'hui, la franchise, j'ai l'impression que c'est un peu comme une pièce de viande, puis tout le monde se bat pour avoir un film qu'ils veulent comme réaliser. Je sais pas, j'ai l'impression peut-être, en tant qu'espèce de méga franchise comme ça, je me demande si ça aurait pas été mieux que ça continue d'être juste une personne qui travaille dessus. En dépit des talents qu'on a dit qui laissaient peut-être un peu désirer de George Lucas. Mais j'ai l'impression que Star Wars, ça devient un peu comme un buffet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme tout le monde veut travailler dessus, parce qu'à this point, tout le monde est fan de Star Wars. Fait que comme tout le monde veut travailler dessus, right? Moi, j'ai envie de poser la question, là, pourquoi pensez-vous qu'on est fan de Star Wars? Hein? Qu'est-ce qui vous attire dans l'espèce d'esthétique rétro, qui à l'époque ne l'était pas? Hein? Quand on fait un science-fiction, surtout à l'époque, on se base sur l'idée que on construit une science-fiction pour dévoiler le futur, hein, qu'il soit dystopique, utopique. On essaie de montrer ce qui va se passer dans le futur. Hein? Les voitures volantes, les vaisseaux spatials, le voyage dans l'espace. Les filles à 300 de Total Recall. Exact. Je veux dire, moi, tous les matins que je me réveille, je vais être sur Terre, et que je vais mourir, je vais être sur Terre. Et ça me tue. C'est vraiment triste. Depuis que je suis tout jeune, je rêve là, de me dire que l'espèce humaine va être une autre espèce. Et quand on se réveille et qu'on regarde Star Wars, on peut rêver. Et puis, moi, je sais pas, je veux dire, l'esthétique qui aujourd'hui est rendue rétro, je veux dire, on a vraiment une espèce de courbe évolutive. Là. Dans la première trilogie, c'était des ordinateurs qui étaient surpuissants, et aujourd'hui, je veux dire, mon téléphone fait plus que l'étoile noire. Là. Je sais pas ce que vous pensez de l'esthétique, mais ça rajoute, je pense justement au buffet de l'imaginaire de Star Wars et de tout ce qui a été inventé. Ouais. Ben, la réponse est quand même simple, c'est que George Lucas, à la base, c'était carrément ça son but. C'est qu'à l'époque, dans les années 70, les récits de science-fiction, c'était surtout de la dystopie. C'était très noir, c'était très sombre. Ça donnait pas envie de rêver, justement, comme tu dis, pour les futures générations. Tandis que c'est ça, lui qui avait grandi avec les Flash Gordon. En quelle année réalise THX? En 71, si je ne m'abuse, mais donc c'est avant ça. Star Wars. Oh okay, oui, c'est ça. C'est son premier film, THX. C'est pas American Graffiti? Non, Graffiti est arrivé en 73. Ok, d'accord. Ouais, je pensais que c'était Graffiti aussi. Non, il y a eu THX avant. Mais c'est ça, donc... tu sais, THX, justement, ça rentre carrément là-dedans, là, c'est une dystopie. Ah oui. Ouais. Donc... ouais, c'est THX. Ouais. Donc, c'est ça... Puis lui, ayant grandi justement avec Flash Gordon, avec Buck Rogers, qui sont deux figures emblématiques de justement cette espèce d'idée de l'espace est fantastique, il y a des épopées qui s'y trouvent. Il tenait à donner ça à une autre génération plus jeune que lui qui n'avait pas ces modèles-là et cette espèce d'espoir pour le futur. Puis il faut aussi se dire que Lucas, en même temps, travaillait un peu sur Apocalypse Now, qui est un film qui est complètement le contraire de ça, qui montre justement les pires côtés de l'humanité avec des trucs dégueulasses, qui est la guerre du Vietnam. Donc, son but, c'était vraiment ça, c'est d'amener une génération complète à rêver de choses plus grandes, de choses plus belles, plus fun. Et je crois qu'il a réussi à ce niveau-là. Mais pourquoi c'est encore d'actualité aujourd'hui? Ça, c'est une question à laquelle j'aurais peut-être pas de réponse, mais que je trouve très intéressante. Je sais pas si quelqu'un autour de la table aurait... Moi, je sais, mais Sébastien a l'air de savoir aussi. Ah oui, ben tu sais, on parlait de comment Star Wars réussit à rejoindre autant de personnes quand la science-fiction est souvent députée comme des grosses dystopies. J'ai l'impression que Star Wars, c'est quelque chose que les gens peuvent beaucoup plus relater. Exemple, bon, je connais pas beaucoup Star Trek, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction semblables à Star Wars
on dirait qu'ils s'enferment eux-mêmes dans un univers comme beaucoup trop compliqué pour émerveiller le spectateur. Tandis que Star Wars, c'est comme... Tu peux beaucoup plus relate, j'ai l'impression. Ben, je pense que tu peux relate à cause de ces personnages qui sont approchables. Le système de la force n'est pas difficile à comprendre. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de mécanique ou d'exposition sévère pour comprendre l'univers. Et puis, en fait, la complexité se trouve dans les planètes, dans les véhicules et dans les choses qui sont toujours nouveaux, dans les nouveaux robots, dans les nouveaux trucs qu'on verra jamais, qui nous prennent par surprise à chaque épisode. Et puis... Ben, en même temps, genre, Luke, en partant dans l'épisode 4, c'est un nobody, genre. C'est comme si juste un fermier, genre, qui... il rencontre Obi-Wan, puis ensuite, genre, la force, ici et ça, genre, tu sais, comme... C'est pour ça, je pense que c'est un peu plus genre, relatable, parce que, genre... tu sais, à la base, Luke, là, c'est juste un nobody, puis ensuite, il a appris qu'il y avait une plus grosse destinée, genre, en avant de lui. Fait que, tu sais, je sais pas, je pense que ça passe plus de... C'est le trope du unlikely hero, là. Ouais, C'est- exact, ouais. Ben, c'est le héros mille visages, justement, là, c'est carrément ça. Puis c'est sûr, tu sais, on parle de ça. Puis tu faisais le parallèle avec Star Trek, mais c'est beaucoup plus facile d'aimer se reconnaître dans un personnage comme Luke Skywalker, que justement, c'est quelqu'un qui grandit sur une planète, qui connaît pas ses parents, qui est un peu Monsieur Tout-le-Monde, que le lieutenant Picard ou Monsieur Spock, qui sont des hauts gradés, qui sont super intelligents, toujours prêts au combat, toujours prêts à intervenir dans des situations comme ça. C'est beaucoup plus facile de se voir dans Luke, ou même encore dans Han Solo, le hâte-là qui est toujours à la dernière minute, qui est toujours dans des situations mauvaises, mais qui réussit toujours à s'en sortir et qui demeure quand même excessivement hautain pour quelqu'un qui est autant peu dans les bonnes grâces des gens, disons. Ou juste les rebelles en général, dans le fond. Ouais, ben c'est ça, ça donne une cause dans laquelle on peut se rallier, en fait. Ouais. Ben, si je peux rajouter, en fait, on peut faire la comparaison comme on l'a fait avec Star Trek. Je sais pas si vous avez suivi quoi que ce soit, à part, mettons, les derniers de J.J. Abrams qui n'ont rien à voir avec la vraie série, la vraie franchise. Dans Star Trek, on s'identifie plus à la politique puis au contexte historique. Hein, quand on a des conflits à l'écran, c'est pas identitaire, c'est pas des personnages qui essayent de se valoriser, c'est des personnages qui représentent ce qui se passe dans la vie réelle ou dans une utopie ou ce qu'on pourrait imaginer. Et si on fait la différence avec les nouveaux Star Wars, ce sont des... en fait, à l'époque, comme on disait, on essayait d'envisager l'avenir. Et aujourd'hui, c'est une nostalgie. Et la nostalgie est un mécanisme de... Je veux dire, la nostalgie, c'est partout. Hein, dans les filtres Instagram, dans les thématiques, les parties. En fait, tout ce qui existe provient aujourd'hui, il y a une bonne partie du contenu qui est dans la nostalgie. Ben, c'est la Et la- rétromanie, en fait. Ouais, Là. c'est Quand ça. on regarde sur Netflix avec Stranger Things, c'est le Ouais, meilleur ouais, exemple, ouais, je ouais. crois. Là. Si Stranger ça. Things se passait aujourd'hui dans la diégèse, oublie ça, il y a personne qui accrocherait autant à Stranger Things qu'en ce moment, ça se passe dans les années 80 avec le Donjon et Dragon et tout ça. Puis c'est ce qui a attiré les gens vers Stranger Things. Là. C'est cette espèce d'ambiance 80s, etc. Puis justement, c'est un peu la même chose, je crois, avec Star Wars, comme tu parles de la nostalgie. C'est ça. Puis- Quand on applique la nostalgie, c'est toujours un mécanisme de défense pour oublier les crises d'aujourd'hui. Hein, quand on parle de toutes les crises, qu'elles soient environnementales, maintenant, apparemment virales ou peu importe, c'est toujours un mécanisme pour oublier. Puis se dire que à combien c'était bien auparavant. Si on imagine même, je veux dire, le slogan là, de la campagne de Trump aux États-Unis, là, Make America Great Again, c'est un pointeur vers la nostalgie qui dit à quel point c'était mieux avant et on devrait revenir à ça. Et Star Wars, je pense que joue vraiment dans cette partie-là là, avec la nostalgie. Ben, c'est même un autre niveau parce que même l'opening de Star Wars en tant que tel, les premières lignes, c'est pas dans une galaxie dans des millions d'années quand la technologie sera là. Non, c'est dans une galaxie il y a des années. Donc, ça se passe dans le passé quand il y avait des grandes histoires, etc., des grandes épopées. Donc, encore une fois, je crois que Star Wars lui-même est dans la nostalgie. C'est comme si le film racontait une histoire dans un monde où ils ont besoin de se raconter cette histoire-là de Luke Skywalker. Mais en même temps, quand ils ont fait le film, ils se disaient pas que ça allait être un support nostalgique. Fait que c'est Ouais, c'est comme... vrai, hein. Fait que c'est fou de se dire que aujourd'hui, ce qui fait que les gens aiment Star Wars, c'est que c'est la nostalgie. Tandis que dans le temps, c'est peut-être plus l'aspect, comme on l'a dit tantôt, plus relatable. Fait que moi, étant fin des années 70, comme les premiers Star Wars continuent à évoluer. C'est vrai, hein? Même je pense à ça. Je pense que quand ils ont envisagé l'univers de Star Wars, c'était un monde dans lequel on pouvait se réfugier sans vraiment se dire crier à l'aide et dire on oublie les crises d'aujourd'hui puis on s'enferme dans ce monde fantaisiste. Je pense que ça a vraiment été fait je pense que Lucas a juste inventé le monde pour s'y plaire en fait puis montrer du spectacle. Hein. Je veux dire, on est là, le science-fiction, ça a toujours été du spectacle avant
avant le miroir du cinéma qui est toujours présent. Là. Ben, en fait, plus que la nostalgie, moi je dirais ce serait plus. Star Wars, ce serait plus comme une œuvre qui active le syndrome de Peter Pan chez chaque spectateur, en fait. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, qu'en fait, c'est plus cette idée que on parle, c'est bon, ça nous paraît dans une galaxie évidemment il y a bien longtemps, fort lointain, mais ça nous parle du contexte social des années 70. Donc ça ressort, et en même temps, il y a ce côté où on va reprendre des figures chevaleresques, et que on a de l'empathie, on a de l'admiration pour ces personnages, où on se dit que voilà, c'est trop bien, si tous nos problèmes actuels, on pourrait les envoyer valser à coups de sabre. C'est vrai, hein, si on reprend un contexte externe, là, je veux dire, à quoi pointent les archétypes, les figures, les personnages qu'on a. Je veux dire, c'est comme si on pouvait se dire, dans une galaxie lointaine, il y a des hommes blancs qui conquièrent des minorités. Et puis, je veux dire, non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, ça peut être... Est-ce que tu parles d'Avatar? Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, l'espèce de fantaisie là, de la nouvelle étape biblique de la conquête d'un endroit qu'on n'a pas encore fait conquête. Ça rapporte à l'externe, puis je pense que c'est une façon aussi de se réfugier encore une fois. Mais les méchants sont extrêmement déshumanisés dans les films. Parce que ou c'est des Stormtroopers qui ont comme aucun visage, ou c'est des robots. Donc, c'est intéressant de se dire que, je sais pas, peut-être que ça sépare pacifique comme blanc. C'est ça. Vas-y. En fait, c'est ça, le méchant, il n'y a pas de visage, donc on a le droit il n'est pas humanisé, donc on a le droit d'y faire mal. Tandis que les personnages, le bien, hein, ce qui représente le bien, c'est des figures approchables qu'on peut s'identifier. Moi, je pense que c'est là que ça joue, comme quoi que la minorité, on a le droit d'y faire mal tant son temps qu'elle n'est pas représentée. C'est des univers excessivement manichéens, là, on va se le dire, le Star Wars. C'est pas. En fait, la première trilogie est comme ça. Le reste, c'est cool. Ils ont cherché à mettre un peu plus de dualité dans les personnages, surtout dans les méchants. Puis avec la nouvelle génération, je trouve encore plus dans les good guys, si on peut dire ça comme ça. Je reviendrai plus tard dans un autre podcast, mais dans la première, oublie ça, t'as les personnages qui étaient blancs ou noirs. Le seul qui peut se targuer d'être légèrement gris, c'est peut-être Han Solo par son attitude, mais même à ça, Han Solo, aussitôt que vient le temps de faire quelque chose de correct, il le fait. Puis oui, ça y prend de l'argent, sauf qu'il le fait quand même. Il retourne pas sa veste à aucun moment. Il revient sauver Luke dans l'épisode 5, il continue de se battre avec l'armée. Il n'y a aucun besoin de faire ça, Han Solo. Il pourrait continuer à travailler juste pour lui puis avoir aucune loyauté. Mais non, c'est un gentil, donc il doit être gentil de A à Z. C'est la même chose pour les autres personnages. Il y a Darth Vader qui finit par retourner sa veste, justement, puis tuer Palpatine. Tuer entre gros guillemets, spoiler pour le 9e. Mais oui, c'est ça, il finit par retourner sa veste puis trahir Palpatine. Sauf qu'en même temps, il le fait pour l'amour de son fils, puis c'est tout. Il meurt immédiatement. Il n'y a pas un arc de rédemption. Son arc de rédemption, c'est ça. Il décide de faire le sacrifice et ça finit là. Donc, est-ce que on pourrait même se dire, est-ce qu'il y avait vraiment encore du bon en lui, puis c'est juste son côté paternel qui a dit, je vais sauver mon fils parce que je l'aime, c'est mon fils quand même, etc. C'est ça que je reprocherais un peu à la vieille trilogie, c'est que justement, c'est super beau, puis quand on regarde ça, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent ça avec nostalgie, mais les histoires sont très, très fades. C'est très simple, c'est linéaire, il n'y a pas de grandes choses en arrière, il n'y a pas de grandes significations. Les personnages sont pas très profonds, c'est très superficiel, en fait, comme histoire. Puis c'est correct d'avoir des histoires comme ça, justement. Lucas visait pas à faire... Tu penses justement qu'en fait, c'est juste une illustration des bonnes valeurs, d'une bonne morale, ouais, et c'est on ça. réfléchit moins à une complexité des personnages. Ouais, exactement. Okay. Il a gardé ça le plus simple possible pour avoir un public qui visait, qui était des enfants, des adolescents. Puis simplement correct. Sauf que c'est-à-dire que ça reste un monument du cinéma, ça. Je crois qu'on peut pas... on parle de la plus grande franchise possiblement dans l'histoire du cinéma. Ouais, c'est ça. C'est absolument indéniable. Il y a Avengers. c'est vrai. Mais c'est ça, c'est absolument indéniable que c'est une des franchises qui a le plus façonné le cinéma moderne, les blockbusters, etc. Sauf que, je sais pas, on dirait que ça vient me chercher un peu quand on parle de Star Wars comme étant quelque chose de si grandiose. Quand je regarde ça et je me dis que les histoires sont comme vraiment très plates. Là où j'ai envie de réagir par rapport à ça aussi, c'est peut-être faire un peu le même reproche à Star Wars que Scorsese a fait justement au film Marvel, à savoir que cinématographiquement, c'est peut-être pas fou non plus.
Genre, comment dire, la distribution artistique est incroyable, était vraiment très novatrice pour l'époque. Mais je pense qu'en termes de réalisation, je pense que George Lucas, c'est pas un grand visionnaire cinématographiquement parlant, et puis que derrière, il a embauché deux Yes Man qui se sont pliés au découpage technique qui devait leur être imposé. Ouais. Et peut-être à part J.J. Abrams et Ryan Johnson, non, comment il s'appelle? Ouais, Ryan Johnson. Ouais, ok, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de réflexion sur comment on va mettre en scène cette histoire-là. Et je pense que c'est ça aussi qui te chagrine un peu peut-être dans le fait de dire que c'est la plus grande saga de tous les temps, parce que tu te dis, mais ce serait passé à la télé, on aurait ressenti la même chose. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je crois que les 3 trucs vraiment là, qui ont fait de Star Wars que c'est aujourd'hui, je crois que c'est toute l'idée des, les effets spéciaux qui pour l'époque étaient absolument grandioses. On regarde ça aujourd'hui, le premier Star Wars, et les effets spéciaux, on les trouve pathétiques. Ouais. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Il y a ça, il y a les personnages un peu, justement, parce que même ils sont hyper caricaturales. Darth Vader est probablement dans le top 10 des méchants les plus emblématiques de l'histoire. Là. C'est Darth Vader. Tu dis Darth Vader, tout le monde sait c'est qui. Et il y a aussi la musique qui est absolument géniale. Ça, s'il y a un point qu'on peut donner au Star Wars, c'est que la musique est absolument géniale. Ouais, oh man, pour la prélogie, là, c'était quelque chose, genre, tu sais, comme je me souviens encore du premier combat, genre, entre Obi-Wan, Qui-Gon, puis Darth Maul, genre, tu sais, comme le moment où, genre, tu vas vraiment voir un vrai combat entre Jedi puis Sith, là, puis ensuite, genre, je sais pas comment mettre ça en mots, mais genre... Remis dans le contexte, j'ai l'impression que c'est un peu ça que les gens attendaient. Ouais, ça, c'était comme carrément le... Ben oui, c'est ça que tout le monde attendait. Parce qu'on a des combats au sable laser dans le 4, 5, 6 qui sont corrects. Bon, ok, peut-être un peu moins de 4. Peut-être un peu moins de 4. Mais juste quand Darth Maul, comme sa deuxième lame, elle sort. Là. Ouais, c'est ça que tu dis, ok, il vient d'apprendre ça d'un autre niveau. Là. Juste au début du 1, là, quand tu vois qu'ils ouvrent la porte avec le sable laser, ils font fondre la porte. Ça, tu voyais pas des affaires de même avec... comme dans les 3 premiers. Possibilités avec des armes, genre. Ouais, tu sais, comme ça genre complètement up l'utilisation, genre, qu'est-ce que peut faire, genre, le lightsaber, genre, tu sais. Puis avec la musique, tu peux rajouter des thèmes à ça, tu peux rajouter des thèmes à des personnages, tu peux rajouter des thèmes à des armes, tu peux rajouter des... Quand je dis des thèmes, c'est genre, t'as des rythmes qui reviennent, un peu comme un leitmotiv par la musique. Ben, le thème du côté obscur. Ouais, même de Darth Vader tout seul, genre, ou de... Ouais, c'est puis c'est ce qui est cool en fait avec ce thème-là. Victor, tu vas peut-être pouvoir en parler plus en détail, mais c'est que le thème du côté obscur, il est adapté à plein de niveaux pour montrer justement les différents niveaux du côté obscur. Je crois que dans le 3, quand t'as Anakin qui commence à devenir justement Darth Vader, t'as le thème qui est comme le côté obscur naissant. Puis c'est ça, mais t'as différents côtés obscurs, puis c'est ça. Victor, je sais pas si tu peux m'en parler un peu plus en détail. Ouais, genre, tu sais, comme je sais que Williams s'est beaucoup inspiré, genre, de musique classique, genre, pour pouvoir faire son soundtrack, genre, tu sais, comme Richard Wagner, Gustav Holst, puis j'ai même entendu parler, genre, de Tchaïkovski, qui s'est, genre, inspiré. Puis, genre, tu sais, comme dans des années où le disco est carrément, genre, la musique du temps, genre, c'est bizarre, genre, de mettre un gros orchestre, genre, pour pouvoir faire, genre, la musique, genre, du film en tant que tel. Star Wars, ça part du gros rectangle couvert de papier d'aluminium, visuellement, mais dans la musique aussi, right? Attends, quoi? Parce que je t'ai pas entendu. La science-fiction rétro, souvent, c'est un rectangle recouvert de papier d'aluminium. Ouais. Tout est brillant, tout est métallique. Ouais. J'ai l'impression qu'esthétiquement, Star Wars se détache de ça. Mais dans la musique aussi. Là. Ouais, c'est vrai. En effet. Ouais, parce que si on regarde, mettons, la musique qui se faisait dans ces années-là, c'était soit justement des trucs très sombres, comme je disais tantôt, ou c'était des trucs avec le plus de techno possible. On mettait 28 synthétiseurs, tous sur des trucs différents pour faire le plus... nous sommes dans l'espace possible. Ben c'est ça, on essaie de prévenir le futur, de prévoir le futur. C'est quoi la musique du futur? Est-ce que c'est du classique ou c'est de l'électronique, vous pensez? Je veux dire, Daft Punk a fait la même chose avec Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, genre, il cherchait la musique du futur. Là. C'est lui qui s'est mis à servir des synthétiseurs en se disant c'est ça que tout le monde va écouter dans 20 ans, dans 40 ans. Puis aussi Blade Runner. Ah ouais, totalement. Mais est-ce qu'il y a du dubstep dans les chansons, dans les soundtracks des trucs de science-fiction des années 70? Ça, c'est la question que je me pose en ce moment. Du dubstep, ça existe depuis les années 2000, le dubstep. Là. Je veux dire, la musique par synthétiseur, mais dubstep, non, sérieux. Tristesse, ma tristesse est grande en ce moment. Mettons, c'est le fun de parler des 9 films, mais tu sais, Star Wars, ça s'est étendu aussi comme dans les livres, les BD, les comics, les
Les jeux vidéo. les jeux vidéo. Ouais, ben c'est devenu un univers vraiment très. T'en parlais un peu tantôt, que ça crée des univers, certains trucs de science-fiction qui étaient tellement larges que c'était dur à suivre. Mais c'est un peu l'impression que j'ai avec Star Wars. Puis j'ai l'impression que Marvel, pour faire un parallèle actuel, fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, le MCU, c'était des films qui sortaient environ un à chaque année, puis ensuite 2 à chaque année. Puis là, maintenant, t'as 2 films chaque année, plus des séries, bientôt 3 films chaque année, plus des séries, plus peut-être des bandes dessinées sur le site, des jeux vidéo. Donc, à quel point ça va devenir dur à suivre pour des fans qui veulent vraiment suivre puis être au courant de l'histoire. Justement, je sais que tu te connais un peu plus, tu as joué à certains jeux, tu as lu certains livres sur Star Wars, etc. Donc, tu sais, est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir autant de knowledge de connaissances sur cet univers-là que le commun des mortels comme moi, par exemple? Ouais, tu sais, c'est fun que tu parles de, mettons, que tu as peur d'être débordé par tout ce qui s'est fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un comportement un peu toxique, un peu élitiste qui s'est créé autour de Star Wars. Je me dis fan, mais sous toute réserve, tu sais, j'ai joué au jeu, mais je ne pense pas que j'apprécie plus les films mettons, que toi. Mais ça change vraiment le visionnement. Quand tu sais, par exemple, qu'est-ce qui se passe entre 2 films, comme entre le 3 et le 4, qu'est-ce qui se passe, bon, mais mettons, j'ai joué à tel jeu qui se passe entre le 3 et le 4. Donc ça donne un peu comme ça aide à la continuité, j'imagine. Dans le fond, ça fait un peu comme ce que Rogue One a tenté de faire entre le 4 et le 5, je crois. Exact. Non, c'était juste avant Le le 3 et 4. Ah ouais, c'est entre le 3 et le 4, mais vraiment juste avant le 4, disons. Là, Exact. que ça aide à situer certaines choses pour justement les opus, pour les gens qui aimeraient avoir plus d'informations sur comment on s'est rendu du point A au point B, disons. Exact. C'est vrai que c'est une foutue de bon avantage pour la série, la franchise, de dire que tu peux... étant donné que c'est dans un temps hypothétique, en fait, tu peux inventer des temps, tu peux mettre des films entre des films, tu peux mettre des prélogies à des prélogies à des prélogies à l'infini. Je pense que c'est vraiment un avantage, puis tu peux complexifier la franchise à l'infini, parce que en plus, c'est dans une galaxie qu'on n'existe pas, fait que même si tu te rends dans les années 2000, ben, c'est pas les mêmes. Genre. En fait, dans tous les cas, la franchise va faire un peu miroir à la société d'aujourd'hui, mais je pense que c'est très faible parce que c'est Star Wars, on va se le dire. Tu parles de prequel après prequel. Faut se dire que le MMORPG de Star Wars, The Old Republic, ça se passe 4000 ans avant l'Empire. Là. Wow. 4000 ans, là. Ouais. C'est 4000 ans? 4000 ans, dude. Mais en même temps, tu dis que c'est un avantage pour Star Wars, mais genre avec le rachat de Disney, genre de Lucasfilm, ils ont genre complètement genre détruit genre tout ce qui était comme canon dans ce temps-là. Ouais, ils ont dû Puis classifier beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Fait que là, genre, tu sais, comme tout ce qui était genre dans les comics, dans plusieurs genres de médias différents, ils ont rayé ça, ils ont dit comme d'accord, ça fait partie genre des légendes, puis là maintenant on va porter un nouveau genre de canon. Pas tant, je dirais, en fait. Mais c'est ça qui est devenu un peu compliqué. C'est que je dirais aussi que c'est un univers qui est parti dans tellement de directions que c'est peut-être parler des multiverses encore par rapport à Marvel, des fois de temps en temps. Enfin, je veux dire, à la base, je vois un peu Star Wars comme George Lucas avec ses dessins d'enfants qui seraient un peu genre éparpillés, puis qui iraient dans toutes les directions. Puis des gens qui essaient de créer une continuité narrative avec tout ça, mais comme que ce soit pour faire des histoires sur des jeux vidéo, ou pour que ça fasse un univers de comics, ou qu'on essaye encore de développer à chaque fois des nouvelles trilogies, puis qu'on veut faire aussi d'autres films qui reviennent en arrière, qui racontent, je sais pas comment on pourrait appeler ça, genre des sidequels, des trucs qui se passeraient en même temps mais ailleurs. Chercher toute une cohérence narrative, je pense que ça devient très compliqué. Mais au contraire, je pense que Disney, ils avaient intérêt justement à faire quand même du bon fanservice et que tout ça, il ne fallait pas complètement le rayer parce que c'était soumettre quand même énormément de spectateurs ados. Et avant qu'on commence à enregistrer, on parlait de ça avec Solo, du fait que, spoiler alert, mais Darth Maul réapparaît à la fin du film. Non. Et tu vois qu'il y a une évolution du personnage par rapport à la menace fantôme où justement, comme dans un des comics, des cornes lui ont poussé sur la tête, tout ça. Donc je pense que c'est plein de easter eggs quand même que Disney prend et essaie de nourrir
ces films comme Puis ça. également, maintenant, genre, il parle. Genre, tu sais, comme dans La menace fantôme, je pense qu'il avait dit comme 1 ou 2 mots, là, je me souviens plus trop. Là. Mhm. Comme il était silencieux, genre, pendant toute la fin, pendant tout le film, genre, tu sais, comme. en tout cas. C'est vrai, j'avais Ouais. oublié ça. C'est intéressant, un personnage qui parle pas. Je veux dire, la Ouais, menace qui ne parle pas, l'inquiétante La menace étrangeté fantôme. selon Leclerc. Ouais, moi, j'ai envie de vous poser une question. Là, si on imagine, là, hypothétiquement, là, que Disney arrête toute création de tout ce qui est à partir de franchise. Mettons qu'il n'y a plus de films. Demain matin, il n'y a plus de films, plus de jeux, plus rien là, qui est créé de nouveau. Dans 40 ans, comment on va parler de Star Wars? Oh. Dans 40 ans, on parlera pas parce qu'on va être mort. Si l'entertainment arrête carrément, c'est la fin. Ah, ok, je préfère ça que cette espèce de vue très négative. Non, mais pour répondre à ta question, je te dirais que ça dépend de quelle génération tu parles. Si on revient vraiment à la première génération, à la première trilogie, je crois que même dans 40 ans, ça va rester le monument que c'est aujourd'hui. C'est ça le truc, c'est qu'on aura beau y trouver tous les défauts du monde, puis c'est ça, j'en ai nommé quelques-uns, on aura beau y trouver tous les défauts du monde, ça reste un film qui a façonné des années et des années de cinéma, là. Surtout si on parle de la science-fiction. Puis qui a aussi carrément façonné une génération de gens qui sont mis à penser différemment, à vouloir vivre la vie différemment, à avoir des espoirs différents qu'une autre génération avant eux, grâce justement à l'entertainment, au divertissement qui leur a été présenté. Donc je crois que dans 40 ans, même s'il n'y a plus rien de Star Wars, les gens vont encore parler de Star Wars, que ce soit nous autres qui vont être rendus à 60 ans, qui va parler à nos enfants ou à nos petits-enfants. Ah oui, dans mon temps, c'était même meilleur ce qu'on écoutait que vous. T'sais, on va parler de Star Wars comme ça parce que je crois que même avec les années, Lucas a tellement fait un bon travail de rendre les personnages aimables pour nous, que ce soit Luke, Leia ou même Han Solo et Chewbacca. Là. Chewbacca, on n'en parle pas depuis le début, mais tout le monde l'aime, cette grosse boule de poil-là. Il a fait tellement un bon travail de rendre ces personnages-là faciles à aimer qu'ils restent avec nous, même si on n'est pas des grands fans. Je me considère pas comme hyper fan de Star Wars, mais avant même que j'écoute les films, tu me disais Luke Skywalker, tu me disais Chewbacca, tu me disais Han Solo. Je savais très bien c'était qui. Puis je crois que c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme... Ça transcende l'univers cinématographique. C'est carrément imprimé dans notre réalité à nous, en fait. Ben, je pense que c'est imprimé à cause des jouets qui ont été faits puis de tout ce qui a été fait à côté de la merchandising. Au-delà de ça, j'avais envie de continuer un peu ce que tu disais, c'est qu'il y a un énorme héritage culturel quand même qui en découle de la saga. Et même si, comme tu dis, je pense pas que Disney aurait envie de s'asseoir sur un deal à je sais pas combien de milliards de dollars, donc je pense pas que ça risque de s'arrêter. Mais je pense que le fait qu'il a construit cet univers, ça a stimulé tellement d'imagination que même indirectement, il y a plein de cinéastes ou même d'artistes qui ont trouvé l'inspiration pour faire leur propre chose, même si c'est éloigné de l'univers Star Wars. Je pense à ce qu'ont fait, par exemple, Simon Pegg et Edgar Wright. À la base, c'est très éloigné de la science-fiction, mais ils ont en tout cas cette influence-là qu'ils ont ensuite un peu détournée aussi pour faire leur propre truc. Je pense que J.J. Abrams aussi, il a souvent cité Star Wars comme une de ses références. Puis au-delà du cinéma, au niveau des arts, non, il y a tellement de choses qui découlent de cet univers-là que je pense que même si on aura l'impression que le mot Star Wars disparaît, c'est quelque chose qui a façonné tellement... C'est vrai. Ouais. C'est vrai, je veux dire, si je refais un film dans 60 ans qu'on n'a jamais entendu parler de Star Wars, je crois que parce que je m'inspire des autres films de science-fiction qu'il y a autour, indirectement, je vais m'inspirer de Star Wars parce que Star Wars est resté tellement imbriqué dans dans absolument toutes les science-fiction qui existent. Je veux dire, sans nommer Star Wars, je pense qu'on peut créditer Star Wars dans beaucoup de science-fiction, ou même dans des films normaux. Je veux dire... Ouais, moi, ça m'amène une question, justement. Est-ce que, tu sais, justement, on remet un peu en contexte Star Wars en ce moment. La première trilogie, à se dire, elle reçoit beaucoup de lettres de noblesse, mais est-ce que c'est autant mérité? Ça m'amène à la question, justement, est-ce que la raison pour laquelle Star Wars reçoit autant de lettres de noblesse, est-ce que c'est réellement parce que les films sont d'une grande qualité? Ou est-ce que c'est à cause de justement tout ce que ça a apporté sur le côté? J'aimerais répondre en disant que justement c'est peut-être juste quelque chose qui s'est un peu déclenché au bon endroit, au bon moment. On a parlé de tellement de choses depuis le début, on parlait du contexte politique et social dans lequel ça a été créé, du fait que Lucas et Spielberg, c'est toujours deux personnes à qui on attribue une espèce de syndrome de Peter Pan, et c'est quelque chose qui au final nous parle à tous. Donc il y a eu, et
en dépit des défauts esthétiques ou d'écriture qu'on peut lui reprocher. Non, je pense que ça a juste trouvé immédiatement son public pour toutes ces raisons-là. Et le hasard a fait que le succès est venu tout de suite, alors que bon, personne ne le voyait venir. Mais Ouais, je pense qu'il y a tout ça. Et puis il y a le fait que, voilà, on parle. Je sais pas quel est le budget du premier Star Wars, mais je pense pas que c'était. C'était simplement d'amener de l'espoir à une jeune génération et des trucs de science-fiction Ouais. plus A fun. New Non, mais- Hope. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Oui, non, oui. Mais, non, mais on en rit, mais c'est exactement ça. C'était A New Hope. Oui. C'était vraiment ça que Lucas tenait à faire pour une nouvelle génération. Mais c'est ça, et je pense que justement tu as eu des réactions qui surpassent le cadre d'une projection de cinéma en fait. Ça a eu un écho sur toutes les populations du monde, en Occident mettons, mais ouais, je pense que c'est ça qui explique vraiment le succès. C'est plusieurs éléments que tu peux pas juste résumer à une étape de production cinématographique en fait. Ouais, puis au final, je crois que c'est un peu ça, dans le fond, qui se fait reprocher à la nouvelle génération, en fait. C'est que peu importe ce qui va se passer avec les nouveaux films, c'est que ils vont tout le temps remettre ça à l'ancien, dans le sens que l'ancien, la première trilogie, c'est pas des films. C'est plus que des films. Les films qui sortent aujourd'hui des nouveaux Star Wars peuvent seulement être des films. Je crois que c'est ça le gros problème, puis le pourquoi cette vieille trilogie-là est tenue à un aussi haut niveau de pureté, etc., par rapport à la franchise. Ce qui fait que peu importe ce que les réalisateurs vont faire, peu importe ce que les scénaristes vont faire pour les prochains opus, etc., il n'y a jamais personne qui va dire « Oui, c'est aussi bon que les premiers », pour la simple et unique raison que ces pauvres films-là ne sont que ça, des films. Moi, je trouve que ça l'aide à mieux apprécier les 3 derniers films de Star Wars qui sont sortis. C'est quand tu les regardes, faut pas que tu essaies de chercher une espèce de nostalgie que t'as peut-être en regardant le 4, 5, 6, puis rendu là, les 3 premiers épisodes aussi. Mais c'est dans l'univers de Star Wars, oui, mais c'est vraiment différent. Faut comme pas essayer de retrouver un réconfort semblable aux 6 premiers épisodes en regardant les 3 derniers. Par rapport à genre le Star Wars qui est sorti genre au bon moment, tu sais, comme il y avait genre ce que j'ai vu dans un documentaire, Empire of Dreams, genre il y avait le Star Wars qui était sorti juste à la fin genre de la guerre du Vietnam. Fait que tu sais, comme ça arrivait à un moment où genre il y avait du monde justement qui avait besoin d'un nouvel espoir et tout, genre tu sais, comme Ouais, tu disais. ouais. Fait que je voulais juste ajouter cette petite. Alright, parfait, messieurs. Je vais nous recentrer un peu. On va parler de plusieurs trucs par rapport à l'univers. C'est bon, on a mis les bases. Ok. Maintenant, je crois que ce serait bon de vraiment se ramener vraiment après notre trilogie, le 4, 5, 6. Donc épisode 4, épisode 5, épisode 6. Parler de certains sujets par rapport à ça pour se remettre vraiment dans le film en tant que tel. Parler du film, plus en soi que justement ce qu'on a parlé de son apport, etc. C'est bien. Se remettre vraiment dans le film. Puis moi, il y a une question qui m'est venue en tête il y a quelques instants. C'est on parle des personnages, je parlais des personnages tout à l'heure, de Luke, il est mythique, Darth Vader très mythique aussi, Han Solo aussi, mais pourquoi lorsque je compare justement avec d'autres Star Wars, j'ai pas un aussi bon souvenir de tous les personnages que des 3 premiers. J'ai l'impression que tous les autres personnages, qu'on parle de Jabba, qu'on parle de Leia, etc., tous ces personnages-là étaient tellement faciles à voir puis à se rappeler surtout. Ou même, tu sais, je parle de C3PO, R2D2, ils ont pas R2D2 n'a pas une seule ligne de dialogue, et pourtant R2D2, il est autant mythique que Luke, c'est pas plus même. Donc, comment est-ce que des personnages qui sont parfois très vides, très unidimensionnels, ou comme Jabba, etc., ont réussi à nous marquer autant? Ben moi, je commencerai avec le costume, premièrement, de Darth Vader, genre, tu sais, comme le genre de casque à la samouraï, genre, tu sais, comme les Ouais, yeux, ouais. genre, pratiquement comme le style d'une mouche ou whatever. Là, grosse comparaison, là, mais comme... Puis, tu sais, la voix de James Earl Jones, genre, tu sais, comme l'association entre le costume super, genre... imposant, ouais, genre ça, puis avec la voix genre super grave de James Earl Jones, genre tu sais comme c'est quelque chose qui te reste genre pogné dans la tête, genre je sais pas Ouais. si vous avez écouté genre la voix du vrai Darth Vader genre dans les behind the scenes, mais tu sais comme il y avait une petite voix squeaky genre derrière le truc qui était aucunement imposant là. Fait que là genre tu sais j'ai pas l'association des deux, genre juste l'univers construit et tout, je pense que c'est vraiment genre ce qui a aidé à comme ces personnages à vraiment se démarquer. Parce que du coup ça m'y fait penser, en fait durant la première trilogie, il y a 3 acteurs à chaque fois pour Dark Vador,
parce qu'il y a celui qui porte le costume. Il y a Oui, celui oui, c'est vrai, James c'est Earl vrai. Jones qui fait la voix. Et il y a un autre acteur qui est Sébastien Shaw qui joue juste la dernière scène de Darth Vader dans l'épisode 6 quand ils enlèvent le masque, c'est ça? Vrai, c'est vrai, ça. Donc, c'est ça. Mais c'est fou quand C'est bien tu épique. penses, Ouais, hein. parce qu'il me semble que justement il y a eu un tollé à un moment qui est l'acteur qui porte le costume, qui est apparemment la voix Squeaky, Mhm. a pété sa coche en se rendant compte que c'était pas lui qui avait enfin c'était Ah, pas sa ça se voix peut, ça se peut du très coup bien. pendant les Ouais, scènes. mais t'imagines, genre, apprendre que tu te fais couper, genre, pour... seulement Bah, parce que t'as pas une voix, ça, genre, t'as des histoires comme ça, t'en as 1000 dans l'histoire Ouais, du bah oui. cinéma, mais c'est. Je pense justement, et c'est une petite anecdote, mais qui souligne ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a quand même. J'ai pas l'impression que. Tout à l'heure, quand tu disais des personnages vides, je pense qu'au final, bah, c'est pas vide parce qu'il y a une réflexion vraiment sur leur caractère design, sur même le son de leur voix, tout ça, pour qu'ils aient quand même un aspect assez emblématique et iconique, ou qu'on puisse même parler de charisme. Ouais, mais ça, disons, c'est si on regarde justement Darth Vader, Mhm. c'est très posé à Bah, ce je niveau-là. pensais même à R2D2 dans sa forme, peut-être même les couleurs et puis juste les bruits qu'il fait. Je pense que. Mais tu sais, R2, on va pas se le cacher, genre, tu sais, comme on est 4 gars, genre, c'est comme un... Mais R2, là, il est super cute, je veux dire. Mais Genre, non, tu sais, mais comme- exactement. non, mais c'est vrai, genre, C'est c'est ça, comme c'est le point où je voulais en venir. Je Mhm. pense qu'au final, il y a quand même. Oui, il y a une attention. Je pense qu'il y a une recherche de sonorité pour rendre tous ces personnages intéressants. Et je pense que au-delà même des personnages, je veux dire le souffle de Darth Vader, le bruit du sabre laser. Je veux dire, si tu n'as pas cette ambiance sonore, je pense que tout l'emblème Star Wars déjà se porte moins bien. Mais je pense que ça fait partie d'un tout. Là. Je veux dire, quand on parle de l'univers, que ce soit les costumes, le son, la musique, tout ce qui est présenté à l'écran, c'est vraiment, en fait, ce qui démarque les personnages, je pense, c'est l'univers qui les contextualise. Si tu prends Han Solo, puis Luke tout seul dans un garde-robe, ou dans une chambre, dans un salon, je sais pas, et qui parle de rien, t'as pas de personnage mythique dont tout le monde va se rappeler culturellement. Je pense que c'est vraiment le fait que quelqu'un ait bâti un univers que personne n'a vu, que tout le monde voulait voir. Je pense que c'est ce qui répond un peu à ta question, genre qui les rend mythiques, c'est le contexte qu'il y a autour. Tu sais, je veux dire, nous-mêmes en étant enfants, en jouant à nos jouets, je sais pas ce qu'on faisait, je sais pas ce que vous faisiez en étant enfant, mais vous, sûrement à un point, vous avez déjà créé votre petit univers dans votre imagination. Ah oui. Je sais pas. Je veux dire, puis je pense que c'est ça qui est de voir la création de quelqu'un d'autre, puis de voir quelque chose que tu n'as jamais vu, et de le voir à l'écran, là, pas juste de se l'imaginer dans la tête, mais carrément de le voir à l'écran, genre, puis de voir des vaisseaux spatiaux, puis de voir des combats, puis de voir des planètes qu'on n'a jamais vues avec 2 étoiles, puis de voir puis d'entendre des sons de masques, puis des Jedi, puis des épées qu'on n'aurait jamais pu conceptualiser. Je veux dire, moi, avant d'avoir vu Star Wars, un sabre laser, c'est même pas quelque chose que j'avais pensé possible à voir. Je sais pas. Je pense que ça fait partie d'un tout, et c'est pour ça qu'on se rappelle des personnages. Ouais, comme je te dis, c'est que je comprends, sauf qu'il y a certains personnages. Tu sais, je vais donner un exemple, ok? Boba Fett. Ouais. Boba Fett, tu dis Boba Fett, tout le monde est comme ah oui, Boba Fett, il est génial, Boba Fett. Boba Fett, on le voit, 10 minutes maximum dans le film, puis la première fois qu'on le voit, il accompagne quelqu'un d'autre, il fait absolument rien. La deuxième fois, il meurt. Puis d'une manière c'est extrêmement ridicule. Ouais, c'est ça. Ouais. Boba Fett, c'est rien. Et pourtant, on parle de Boba Ouais. Fett et tout le monde est comme ah oui, Boba Fett. Mm. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un aussi gros engouement? Puis Je pense encore à cause du contexte. Ouais, parce mais que je peux genre- comprendre le contexte pour justement R2D2, qui est R2D2, c'est carrément un ex machina. Là. Ouais. R2D2, il fait tout. Là. Il fait la lessive, il fait la cuisine. R2D2, c'est un dieu dans cet univers-là. Mais Boba Fett, il fout rien. Il n'y a même pas de contexte. Il est juste. Ben, il est Il y a un costume cool. Ben, puis c'est exactement, ça. Mais c'est exactement, de ça, c'est je ça. C'est parce que c'est pas un Stormtrooper. Je pense que c'est juste pour ça. C'est parce qu'il y a un lance-flamme, parce qu'il y a un grappin, parce que c'est comme tout le monde tripe sur Stormtrooper parce que c'est l'armure du futur. Et là, t'as la coche au-dessus avec le gars avec le jetpack qui vient protéger les gens. On le voit jamais, mais je pense que tout le monde le trouve cool parce qu'il est cool. Ouais, je je pense pense que que c'est comme mini-boss, le genre. costume, puis genre juste le Ouais, fait ouais, qu'il soit ouais. tellement genre mystérieux comme personnage. Genre, tu sais, comme oui, c'est un bounty hunter, mais genre, pourquoi est-ce qu'elle se casse? Pourquoi est-ce qu'il passe genre, ce truc-là? Genre, tu sais, Ouais. comme la croix, son truc. Puis genre, tu sais, ils ont même genre agrandi le lore genre, de ça avec The Mandalorian et Exact. tout. Genre, ils ont fait genre plein de trucs. Là, puis comme, ouais, ben c'est Ah ouais, juste parce ça. que c'est mystérieux, là. Il Ouais. parle presque pas, on sait pas son origine. C'est ça. Je pense que c'est un Stormtrooper, c'est stéroïde, là, je pense. Mais tu sais, mais Littéralement. On parlait du western tantôt, mais je pense que des personnages comme ça, c'est le Mysterious Gunslinger, genre. Ouais. Je pense que c'est ça qui- Tu Tu sais, peut-être Ouais, limite. dans l'archétype du western, tu es quand même beaucoup plus centré sur ce personnage-là.
Je veux dire, c'est au moins ton personnage principal, et là, Boba Fett, c'est à peine un personnage secondaire, donc c'est vrai que c'est étonnant qu'il ait autant d'attrait. Mais c'est ça, c'est parce que je pense que les gens sont portés à ce que l'histoire soit concentrée à ce personnage-là, qui viennent comme peut-être inconsciemment s'attacher à ce personnage-là, Ouais. même s'il est pas du tout développé. Genre. Ouais. Ben, c'est Ok. comme avec Captain Phasma, genre, tu sais, comme tout le monde Mhm. était hypé, genre, pour le personnage, genre, tu sais, comme il y a eu un petit fight, genre, dans le premier épisode, puis dans le... C'est dans le deuxième où elle s'est fait tuer? C'est dans le deuxième, right? Genre, tu sais, elle s'est fait tuer, genre, d'une façon, genre, pratiquement ridicule, genre, tu sais, comme il y a eu un petit fight, genre, entre elle puis Finn, puis ensuite, ciao, goodbye, genre, puis c'est la même chose avec Boba Fett. Ouais. C'est absolument la même chose. Tu sais, c'est un peu, genre, c'est pratiquement comme de la poésie, genre, tu sais, ça rime. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de personnages dans tous les films. Là. Puis Captain Phasma, c'est quoi? C'est dans la nouvelle trilogie? Ouais. Ben, Bon, ben, Mais voilà. c'est ça, ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que on s'en fout de Captain Phasma? Puis je veux dire, tu S'en fais fout juste pas. regarder les Porgs. Ah, ouais. Les Porgs, ça a été le truc de l'heure, mais pendant, quoi, 2 mois? Puis après, c'est tombé dans l'oubli. Tellement vrai. Les Wookiees, encore aujourd'hui, on parle de Wookiees, tout le monde... Oh oui, les Wookiees sont tellement adorables, sont tellement géniaux, les petits Wookiees. Mais les Wookiees, on les voit pendant un seul film. Ben, comme les Porgs, en fait. Les Ewoks, Ouais. tu veux dire. Quoi. Ah oui, les Ouais. Ewoks, pardon, Ah, ok, pas, ok, les, ok. pas les Wookiees, les Ewoks. C'est ça. raciste. Mais oui, c'est ça, les Ewoks sont tout petits, sont tout adorables, puis ils sont super utiles dans leurs films, sauf que ils n'ont aucune caractérisation autre que le fait qu'ils sont cute. Ah, ah. Pourquoi Ouais. est-ce que Mais je on en pense- parle encore aujourd'hui, puis justement les Porgs, c'est tombé dans l'oubli, mais immédiatement. là. Je sais. Ben, contexte différent, je pense que c'est un peu tôt pour dire que ça va être tombé dans l'oubli. Le fait est que, contrairement. Tu vois, à l'époque de justement l'épisode 6, évidemment, tu avais du merchandising parce qu'il fallait vendre des pluches en plus de vendre des tickets de cinéma. Ouais. Puis t'avais pas cette idée encore de se dire que ouais, ils vont faire du profit sur des goodies en plus des ventes en salle. Et maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est quand même dans la tête de chaque personne, de se dire que ok, ils ont créé ces personnages pour qu'on puisse vendre des affaires à côté. Je sais pas si vous connaissez sur la chaîne qui s'appelle Screen Rant, il y a un humoriste qui fait une série de vidéos qui s'appelle Pitch Meeting, c'est à mourir de Oh, rire. ouais. Et, Oh, voilà. Donc sur les épisodes de Star Wars, il faut absolument que tout le monde regarde ça parce que c'est extraordinairement drôle, mais en plus avec un grand fond de vérité. Je pense que tu as ça aussi, mais de ce fait que tu as peu de personnages marquants dans l'action, mais dont on se souvient. Un truc qui fait défaut aux autres trilogies, c'est que je pense que la première, elle est quand même assez succincte au niveau de ses personnages, même s'ils apparaissent. Ouais, veux dire, comprends. T'arrives à voir qui est Boba Fett, t'arrives à voir qui est Jabba, même s'ils sont là que pendant une scène. Je veux dire, si on prend la trilogie au début des années 2000, ça devient un peu compliqué de tout suivre. Je dis, ok, d'accord, il y a un Jar Jar Binks, ok, il y a Mace Windu, ok, Grievous, on en est où? Parce que là, ça fait beaucoup de personnages d'un coup. Ouais. Et je pense que la première trilogie a réussi à faire ça très bien quand même, à construire ces archétypes de personnages, de savoir que voilà, il y a le jeune héros, il y a le mentor, il y a le sidekick, il y a les opposants, et ça reste assez clair dans ton esprit. Je sais pas ce que vous en pensez pour la dernière trilogie, mais en tout cas, la prélogie, ça devenait un peu compliqué par moment de se souvenir qui est qui et qui fait quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont réalisé le pouvoir qu'il y avait de pouvoir créer un univers qui était beaucoup plus gros que les films. Puis Oh, peut-être ok. qu'ils ont... Je pense que c'est là qu'ils sont lâchés lousse. Comme, on va mettre un personnage là qui a l'air particulier, mais qui va rien faire dans le film. Mais turns out que ce personnage, on va le développer. Mais dans le cartoon, là, mettons, je pense à Grievous, qui est beaucoup plus développé dans la série Clone Wars. Puis aussi Ok. Doku. Ouais, du coup aussi. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut parler de l'épisode spécial Le Noël des Ewoks? Oh non. non! Il y a des limites à ce que mon corps peut endurer une torture, ok? Mais ouais, mais donc est-ce que le résultat de ça, le pourquoi est-ce que ces personnages-là, comme justement je parlais des Ewoks entre autres, sont autant mythiques, tu parlais du merchandising justement à ce niveau-là. Mais si on compare avec l'époque, c'est sûr que c'était une autre ère justement au niveau du merchandising. Dans le sens que... Bah, c'était un peu les premiers à faire ça. Ouais, mais aussi, je veux dire, aujourd'hui, là, la plupart des enfants, on se le cachera pas, c'est avec soit un téléphone, soit une tablette, soit des jeux vidéo dans les mains. Puis je dis pas ça pour faire mon vieux... Fond du boomer. bad. Ouais, c'est ça. Ok, boomer. Je veux vraiment pas ça pour faire mon Non, c'est vrai, mon c'est vieux vrai. bonhomme frustré de la vie. Loin de là, moi-même, j'ai grandi avec une PlayStation dans les mains. Mais c'est plus que... à cette époque-là, t'avais pas ça. Donc, qu'est-ce que les jeunes avaient? C'était des jouets.
à partir de ce moment-là, si tu as des jouets Star Wars, les jeunes viennent de voir Star Wars, ils trippent sur l'univers, qu'est-ce que les parents achètent? C'est clair qu'ils vont acheter des jouets. Donc, c'est sûr que ça va plus marquer l'imagination. Donc, je crois que c'est un peu ça qui répond à la question d'une certaine façon, justement, avec tout ce que vous apportez, puis justement ce que tu dis par rapport aux personnages qui sont tellement bien définis, tellement dans leur rôle. Donc, au final, c'est un peu un problème, et pas un problème au niveau marketing, si on veut, d'avoir fait des personnages qui étaient zéro gris, qui étaient dans un univers très manichéen. C'est qu'à partir de ce moment-là, c'est très facile de vendre ça. Beaucoup plus que si tu as des personnages que là, lui, il est gentil, mais il y a des petits côtés méchants, etc. C'est beaucoup plus facile de vendre un personnage. Tu as les gentils, tu as les méchants, maintenant tu peux les faire combattre dans tes mains avec les jouets, que justement, à l'enfant de décider qui est gentil, qui est méchant selon sa vision de la vie. Ok. Mais encore aujourd'hui, c'est ça qui advertise. J'ai regardé une annonce des nouveaux Lego qui viennent de sortir pour les vaisseaux de Star Wars. Ouais. Mais ce qu'ils font, ils disent choose the light side, puis là, ils montrent le vaisseau, là, genre le Millennium Falcon, or the dark side, puis là, t'as le vaisseau à Kylo Ren. Fait encore aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. Puis tu sais, genre, petite pièce de trivia, mais genre, Star Wars, c'était clairement les premiers. Ben, pas l'un des. Ben, en fait, ouais, genre, l'un des premiers à, genre, à faire ça, genre, d'utiliser les jouets, puis genre, les comic books, puis genre, même faire, genre, une novélisation, genre, du script, genre, pour pouvoir le vendre, puis genre, faire de l'argent là-dessus. Puis j'avais ici, genre, le nom, genre, du gars, genre, qui a carrément changé la phase du marketing, genre, avec Star Wars, genre Charles Lippincott. Tu sais, lui, il avait l'idée, genre, de lancer des comic books, comme je viens de dire, faire des films. Ben, il y avait l'équipe de marketing principale qui s'était occupée, genre, de faire les posters, puis genre, les chandails. Puis lui, il a eu l'idée de comme... lui, c'était un gros fan de science-fiction, OK? Fait que là, lui, il s'est dit comme, OK, mais qu'est-ce que moi, j'aimerais, genre, pouvoir avoir? Fait que là, tu sais, comme, son public cible était devenu, genre, il est allé dans des Comic-Con, genre pour pouvoir parler genre du film, puis genre c'est vraiment là qui est comme parti genre le gros truc de Star Wars et tout genre. Ouais, ok. Ouais, je pense que vraiment, quand on voit l'évolution entre la première trilogie et la dernière, là, où en fait les sidequels, peu importe, là, je pense que c'est vraiment juste devenu une machine. Là. On se le cachera pas. Là, Star Wars, c'est rendu une vache à lait, c'est rendu beaucoup d'argent. J'irais même jusqu'à dire que les films sont bâtis en fonction de vendre plus qu'en fonction d'apporter au cinéma. Là. Je veux dire, on peut pas se le cacher, là, c'est une vraie joke. Là. Je sais pas si vous en avez des impressions vous aussi. Là. Bah oui, c'est clair. Mais tu sais, comme par exemple, j'ai fait des recherches, puis pour le marketing, genre récemment, ils ont fait ils ont voulu vendre un frigo, genre complètement, genre avec les dessins de Star Wars, genre, comme il y avait Chewbacca, C-3PO. Est-ce qu'on peut mettre son Han Solo à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Mais genre, c'est ridicule, genre, comme c'est un frigo, genre, à la base, un frigo, ça coûte quoi, genre 2000$ ou quelque chose dans le genre? Ouais, c'est comme tout dépendant. Question. Mais là, celui-ci, genre, il était comme carrément à 5000$ seulement parce que t'avais, genre, c'était une édition limitée, genre ça, Star c'est le Wars. pouvoir du marketing, du coup. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Non, mais c'est ça te débile. c'est ça, c'est un peu aussi ce que tu voulais dire tout à l'heure par rapport du fait qu'on continue à acheter ça. C'est que ça te fait naître des besoins, des faux besoins. Et je suis désolé, on a beau se tenir au courant de se dire que ben non, ça c'est un personnage fonction qui on va toucher acheter la réplique en plastique ou en peluche à la sortie du film. Je veux dire, même les gens qui ont conscience de ça maintenant, de se dire que je crois que c'était à l'époque du 8 où on avait justement les Meuporg et d'autres bestioles qui étaient apparues. Pas les Meuporg, comment on appelle? Les Porgs. Les Porgs, ouais. Où justement on se dit bah génial, maintenant ils mettent des Pokémon dans Star Wars, et pourtant ça a marché, les gens se sont précipités sur ces objets là. Non, mais tu sais ce qui est drôle, genre, c'est que les Porgs à la base, genre, ils étaient même pas censés genre exister, c'est juste que parce que genre dans l'île où il y avait Luke qui était genre en train d'entraîner j'allais dire Leia, Jesus. Rey, ouais, merci. Genre quand il était en train d'entraîner Rey, il y avait comme il y avait genre de la faune, genre ouais, c'est ça, les Puffins, ouais, exactement, genre fait que là ils avaient utilisé les Porgs genre pour pouvoir c'était moins cher les remplacer par un petit port que les enlever carrément. Exact. Fait que tu sais, genre, c'est fou, genre, quand tu y penses, c'est devenu tellement quelque chose de big, les Porgs, alors que c'était complètement accidentel, genre. Accidentel, je dirais pas. Ben, accidentel, genre, tu comprends ce que je veux dire, là? Et puis là, tu parlais de Léa, puis ça m'amène une question que, justement, croyez-vous que la première trilogie Star Wars serait ce qu'elle est aujourd'hui sans Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher?
c'est les 3 figures de proue. Ben, c'est les personnages Euh, principaux. Donc. Mhm. Mais je parle pas vraiment de leur personnage, je acteurs? parle des acteurs en tant que tels. Bah, ce serait ça, je trouve que c'est vraiment intéressant comme question, surtout Ben, quand. faudrait voir. Ouais, excuse. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui à me couper la parole ça Je m'excuse. Mais non, il n'y a pas de trouble. Mais non, c'est intéressant, surtout quand t'apprends les anecdotes, de savoir quel autre acteur a passé le casting. Avant de jouer Han Solo, Harrison Ford, il a peut-être fait des trucs dans American Graffiti, mais il était genre charpentier à la base. Ouais. Donc c'est un peu drôle qu'il soit allé le chercher. Alec Guinness qui joue Obi-Wan trouvait le script complètement con aussi, puis se demandait ce qu'il se foutait là. Mais c'est vrai que je sais pas, parce qu'en plus, à part Harrison Ford, Mark Hamill et j'ai oublié son nom. Carrie Fisher. Carrie Fisher, merci. C'est une image dont ils ont eu extrêmement du mal à se décoller par la suite. Ouais, c'est très vrai ça. Ouais. Alors, Mais ce serait positif ou négatif? Ben, c'est négatif pour eux qui n'aient pas réussi à se décoller de cette image-là, mais pour la franchise, je crois qu'au contraire, c'est absolument positif. Là. Ouais. Ouais, parce Non, que je la pense que- franchise a été ouais. sauvée par ces personnages-là, par ces acteurs-là qui ont même jusqu'à changer le dialogue qui était inscrit dans les scripts pour avoir un produit qui a de l'allure. Parce que je veux dire, c'est des questions un peu bizarres parce qu'on peut pas supposer qu'un autre acteur aurait sauvé la franchise ou qu'on aurait eu un meilleur ou un autre acteur, on sait pas c'est qui aurait pris la place. Ouais. Fait que je sais pas si je peux leur mettre les glorifier comme ça. Ben, je suis en train de regarder quelque chose en ce moment, genre, puis ici ils disent que Jodie Foster a presque joué Leia Organa, Bill Murray, Han Solo. elle était beaucoup trop jeune. Ouais, ben c'est ça, genre elle avait comme 14 ans, fait que tu sais, genre j'avoue que ça aurait été vraiment bizarre. Mais ouais, genre tu sais, comme t'imagines avoir Bill Murray jouer Han Solo. Ah, j'adore Bill Oh. Murray, mais... Ah, vous, ça, ouais, ça non, devient. Ouais, Complètement non, man. Ouais, c'est... En fait, c'est ça, c'est que dans mon impression à moi, je crois que Mark Hamill, que j'aime de tout mon cœur, quelqu'un d'autre aurait pu jouer que lui, puis ça aurait été assez similaire. Carrie Fisher avec Leia, ça, je suis un peu moins certain parce que Mhm. Carrie Fisher avait quand même une sacrée prestance Mhm. dans son rôle qui était très dur à égaler. Mais Harrison Ford, en Han Solo, je crois qu'il n'y a personne qui aurait Mhm. pu faire Han Solo Ouais. comme il l'a fait. Mais c'est Indiana Jones de l'espace. Ouais, exactement. Ben, c'est Sure. dans l'attitude qu'a Mhm. Harrison Ford, c'est dans c'est dans son visage, c'est tout. Il respire ce type de personnage-là. Donc, même d'excellents autres acteurs, comme justement, on parlait de Bill Murray, que j'adore du plus profond de mon cœur, mais je crois pas que Bill Murray... Moi, je pense pas qu'il aurait réussi à rendre le truc crédible, oui. Ouais. Mais- Il y vois-tu, aurait là- eu cette espèce de second là, c'est degré comme- avec Bill Murray. Excuse-moi. Ah. Vas-y. Ben là, c'est comme si tu supposais qu'il a construit un standard et là, pour parler de son rôle, le nouveau standard, c'est ce Ben, personnage. tu sais, quand on disait qu'ils ont gardé leur image avec eux, là, on est tombé dans le piège. Là. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est comme le standard du rôle, c'est rendu celui de Harrison Ford, mais je pense qu'avec un autre acteur qui est super bon, on va dire, Ouais, mettons mais qu'on comme tu l'as suppose dit, c'est encore, qu'on peut faire que des suppositions. Donc, c'est ça, mais ça serait pas le même rôle, parce que t'as raison, c'est pas Ouais. le même rôle, mais ça serait peut-être différent, peut-être meilleur ou vraiment pire, ou tu sais, on sait pas, Ben, mais qui sait? C'est ça, mais Han Solo, est-ce que tu l'imagines autrement que la façon qui a été je sais faite? pas, il m'a jamais Ben- été présenté l'autre dans Solo. Je veux dire, c'est- On parle sérieusement, Ouais, ok? ouais, là? Disons, puis je te parle pas de visage, etc. Je te parle de la façon qu'il est, son arrogance, disons. Uh-huh. Est-ce que tu imagines un Han Solo pas arrogant? Ben non, parce que c'est Han Solo. Mais Mais c'est si ça, on prend ça. Han Solo puis on met un autre nom puis c'est un autre personnage, peut-être que dans la totalité du film ou de la franchise, qu'on a un autre personnage qui n'est pas un Han Solo, on invente un nom, là, qui est un Sibystin de l'espace, bien, c'est peut-être un autre rôle qu'on aurait puis ça aurait été différent. Puis ça aurait été, je te l'accorde, Han Solo dans son rôle est Han Solo et c'est son standard. Mais avoir un autre personnage, avoir un autre acteur, c'est carrément un autre personnage dans un autre Mais univers. Très concrètement, si on parle d'Han Solo, moi je pense que c'est un espèce de wannabe Clint Eastwood. Ouais. Je pense Ouais, que comme ouais. tu disais tout à l'heure, c'était une référence western. Ouais, vraiment. Enfin, dans Star Wars, c'était la référence western. Et je pense que c'était très exactement les films de Sergio Leone. qui Ouais, étaient en exactement, présence. c'était exactement ça. Et je pense que Clint Eastwood a dû dire fuck off au moment du casting et puis qu'ils se sont rabattus sur Harrison Ford. Mhm. Et heureusement pour lui. Ouais. Parce que j'ai Ouais, l'impression qu'il n'y aurait pas une dynamique pareille si Han Solo aurait été vraiment gentil, disons. Ouais, si, ouais. si ça avait été justement Mais- un bon... Justement, quand tu parles de l'arrogance, moi j'ai l'impression qu'il y a de ça. Il y a ce personnage de Gunslinger un peu taciturne, un peu distant, qui tire tout le temps la tronche. mhm. Je crois que la référence elle est là.
Puis comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, bah voilà, il a fallu que tous les acteurs se réapproprient un peu les dialogues et puis aussi la prestance des personnages parce que le travail de Lucas était un peu plate. Ouais, en effet. J'avais une question, mais je ne l'ai plus. C'est le mystère de la force. Oui. Ben regarde, on peut en parler ça de la force. Oui. C'est ce film qui a apporté la force, qui a établi les bases. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le temps, mais la force telle qu'elle est vue dans les 3 premiers films, vous voyez ça comment? Parce que je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai écouté les 3 premiers, c'est-à-dire l'an dernier, il y a une question qui m'est venue en tête, puis qui m'a resté dans la tête jusqu'à aujourd'hui encore, et c'est pourquoi est-ce que la force est chez certaines personnes, mais pas chez d'autres? Parce que c'est très bien établi dans l'épisode 5, je crois, où il y a Yoda, et puis t'as le fantôme d'Obi-Wan qui parle avec Yoda, et qui dit est-ce que c'est trop tard, étant donné que Luke n'a pas réussi? Et puis Yoda dit non, il y en a un autre, en parlant de Leia. Sauf que si les seuls qui peuvent maîtriser la force, c'est Leia et Luke, on pourrait assumer que c'est un certain lien de parenté avec les Jedi. Sauf qu'avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, il y a des personnages qui ont des parents qui sont absolument pas en lien avec la force et qui pourtant maîtrisent la force. Donc, comment ça fonctionne? Moi, c'est vraiment une question qui m'est restée en tête. C'est vrai, c'est très vague. Mais c'est force sensitive, c'est les midi-chlorians puis tout. Ouais, c'est ça, genre dans le moi, premier j'ai l'impression que épisode, ça sert juste au récit. Là. Je pense qu'il a vraiment décidé qui allait avoir la force seulement au récit. Je pense que dans tout l'univers, c'est la chose la moins bien expliquée. Pas parce qu'elle a besoin d'être expliquée, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mécanisme très simple. Mais tu sais, je vais décider qu'un personnage est capable d'utiliser la force parce que ça sert à mon récit, tout simplement. Ouais, ben c'est comme avec l'épisode 9, genre, tu sais, comme on n'était pas obligé de voir que... On a dit qu'on se basait sur la première trilogie. Hein. Non, je sais, mais c'est juste que ça me fait penser à ça, genre, tu sais, comme, t'as pas besoin d'être, genre, d'être d'une parenté, genre, de personnes qui sont, genre, qui utilisent la force pour pouvoir avoir la force, genre, tu sais, comme, t'es pas obligé d'avoir ça, mais dans l'épisode 9, genre, c'est ça qu'ils font, genre, tu sais, comme, ok, telle est la fille de telle, genre, fait que là, tu sais, comme, elle a ce genre de pouvoir-là, puis c'est un peu plate, genre. Tu sais, ce serait mieux genre que ça soit juste comme, je sais pas, un peu random ou quelque chose dans le genre. Ben, en fait, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une partie intégrante de l'univers de Star Wars, la Force, mais c'est un peu, comment dire, une version simplifiée et un peu manichéenne de la philosophie orientale sur justement le corps humain et les arts martiaux du yin et du yang. À savoir que, t'as la lumière et le côté obscur. À savoir que dans la philosophie orientale, les deux, il n'y en a ni un bon ni un mauvais, mais c'est de savoir que les deux se complètent dans la différence. Et que, comme tu le disais, Alex, pour les besoins du récit, il y a eu cette dualité qui a été instaurée, puis il y a eu cette vision un peu manichéenne de montrer le côté sombre comme méchant et le côté lumineux comme les gentils. J'ai une question pour vous. La pire scène dans l'épisode 4. Pour moi, c'est pas une scène, je veux dire l'entièreté du premier acte. Oh mon Dieu. Ah oui, j'ai écouté ça et je n'ai pas compris. Au début, là, les 30 premières minutes du premier Star Wars, pour vous remettre en contexte, ceux qui s'en souviennent pas, le bout où t'as R2-D2 et C-3PO qui sont capturés par des créatures dont je me souviens plus le nom. Là. Les Jawas. Et qui se font revendre ensuite. Mais c'est parce que ça dure 30 minutes. Puis c'est 30 minutes 20. ou 20-30 minutes dans ces coins. Je l'ai vu hier. Ah, ok, c'est bien. 20 minutes, pour moi, ça en a paru 30. Donc, c'est un 20 minutes où le seul personnage qui parle, et que je dis parle, je veux dire, dit des mots d'humain, parce que sinon, c'est comme ça, qui tape vraiment sur les nerfs. Et le seul personnage qui parle, c'est C-3PO qui, ça c'est mon avis personnel, je le trouve absolument chiant à écouter C-3PO. Donc, les 20 premières minutes du premier Star Wars, je les ai souffert personnellement. Et pendant ces 20 premières minutes-là, je me demandais vraiment, ok, mais pourquoi est-ce que c'est autant un monument? Puis ensuite, Luke Skywalker arrive, l'histoire se devient plus cool et tout. Toi, tu as regardé, tu as découvert tous les Star Wars dans leur ordre de sortie? Ouais, ordre de sortie. Ok. Moi, c'est ça qui me fait défaut, je pense, c'est que du coup, je les ai regardés dans leur ordre chronologique. Commencé par la menace fantôme et j'ai fini par le retour du Jedi. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, je dirais, parce que... C'est vrai que ça donne une lecture différente de l'ordre chronologique et l'ordre de sortie. C'est clair. Mais je pense que le premier acte,
pour quelqu'un qui l'a vu en 1977 au théâtre, Ouais, exact. juste la fascination elle-même Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai, c'était participe du bonbon, à je l'appréciation pense. du film. Ouais. Mais aujourd'hui, t'as raison. Là, quand on dit qu'un film a bien vieilli ou pas, je pense que c'est là que ça se joue. Puis, Ouais. je peux pas dire c'est du contemplatif. Là. Oh là là. Ah non, vraiment Non, pas. non, là. non. La seule chose que je contemplais à ce moment-là, c'était ma montre. Ouais. Sinon, d'autres personnes, pire scène, meilleure scène. Ben, là, comme ça, en tête, je vois pas, mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y a toujours plein de petits. Pas faux raccords, mais. Les transitions. Ben, La première fois que Luke pourquoi allume les son transitions? mais sabre laser. je trouve pas ça tant dérangeant, les transitions. Mais Non, non, ce que mais- je veux dire, c'est plus genre. Je veux dire, t'as l'apparition de Dark Vador au début de l'épisode 4 qui arrive avec son armée de Stormtroopers derrière lui. C'est censé être le moment iconique, badass par excellence, et il faut qu'il y en ait un qui se mange le plafond à ce moment-là. Et je veux dire, ça c'est juste exceptionnel parce qu'ils ont gardé cette prise-là en plus. Ouais. Ouais. Et enfin, à plusieurs moments, il y a toujours un truc qui déconne. Et Il y a je le trouve cri de ça- William aussi. là, Oui. qui est devenu Ouais. mythique, là. Ça fait décrocher énormément, ça, les crimes de Willem. Ouais, Ah oui, ouais, moi vraiment. aussi. Oh mon dieu. Ça, Ouais. ben moi, ça a fait le même effet avec, je vous en ai déjà parlé, mais c'est le bruitage des vaisseaux de l'Empire. Les TIE Fighters. Ouais, les TIE Fighters Ouais, dans ça, c'est l'espace. mythique, là, je trouve. Ah, mais moi, le bruit, ça m'a fait complètement décrocher. J'ai Ah l'impression que c'est quelqu'un qui vomit, carrément. Ah ouais. Parce que la recherche, moi je vais jamais me pousser à blâmer des trucs qui pourraient être hors contrôle dans un environnement de création. là. Mhm. C'est-à-dire qu'on fait un film, j'ai des problèmes de tournage, j'ai des problèmes de ci, j'ai des problèmes de ça. J'ai des acteurs qui ont peu importe c'est quoi les problèmes qu'il y avait. Et ils ont réussi à faire de quoi d'absolument original, moi j'ai envie de dire, pour les TIE Fighters ou pour les bruits des sables laser, les bruits oui. des lasers tout court. Là. Ouais. Je sais pas si vous savez comment ils ont conçu, quand on fait la conception de ces sons-là, Ouais. mais c'est original, puis on n'avait jamais vu ça en 1977. Mhm. Puis aujourd'hui, ça fait partie du leg, quand on parle des nouvelles trilogies, les sons spéciaux. Quand tu t'assois au théâtre pour aller voir le dernier Star Wars, tu t'attends à avoir des sons que t'as jamais entendus. Ouais, Je pense ouais. que les TIE Fighters, c'est un son bizarre, ça c'est ton opinion, Ouais, mais c'est genre... très Ouais, bizarre. puis c'est Ouais. c'est vraiment intimidant, je trouve. Genre, tu sais, comme la première fois que j'ai écouté ça, j'étais comme, wow, c'est pas normal, c'est pas genre quelque chose de comme Je trouve que ça fait. familier et tout, genre. Je trouve que ça fait limite peur. là. Ouais, mais c'est Ouais. ça c'est intimidant, genre, Ouais. c'est comme. Ouais. Dans l'analyse du son, on peut dire que les sons, qui est un peu comme un, qu'on va dire animal, là, qui est très très grave, ça donne une impression de force de plus grand que soi. C'est pour ça que dans la Mhm. guerre des mondes, les tripodes, les sons qu'ils font, c'est un son ultra grave pour Ouais. dire je suis Ouais, plus fort que ouais, toi. ouais. Sauf que là, ça vient me contredire parce que les TIE Fighters, c'est pas exactement un son, on va dire. Là, on dirait plus ce genre de petits rugissements, genre Ouais, d'un ouais. d'un lion. Mais whatever. à moins que je me trompe, j'ai l'impression que le son qu'on attribue au laser, aux armes laser dans la science-fiction, Mhm. provient majoritairement de Star Wars. De se dire qu'un son, qui n'est pas un projectile d'ailleurs, Ouais. fait ce bruit-là, ben, tu sais, je veux dire, Galaxy Quest ou Star Trek ou peu importe, les sons qui existent, si le son est attribué au laser, ça provient de là. Ouais, ben tu parlais du son du sable laser, là, puis Ouais. oui, ça, c'est carrément devenu mythique, puis ça, c'est très cool. là. Ah, Moi, écoute, je vais maintenir. Comme tu dis, c'est dur de blâmer pour des trucs qu'ils ont essayé. T'sais, ils ont essayé quelque chose, puis c'est tout à leur honneur d'avoir essayé à cette époque-là, sachant qu'aujourd'hui, c'est très rare qu'on va voir quelque chose, surtout sous la bannière Disney ou Star Wars, Ouais. prendre des risques. ouais, Donc à exactement. cette époque-là, c'est tout à leur honneur. Mais ça reste que, pour moi, les bruits des TIE Fighters, c'est Mais t'as affreux, raison, là. hein, moi c'est souvent une de mes critiques pour le nouveau contenu de Star Wars. Hein, je veux dire, à l'époque, je peux leur pardonner parce que je sais pas avec quoi qu'ils ont fait. Je sais pas c'était quoi leur situation qu'ils ont fait. En 1967, ils ont sorti un film qui a marqué le monde. Et aujourd'hui, je regarde le Mandalorian et il filme dans une forêt américaine alors qu'ils ont accès à des milliards et des milliards de dollars sur la franchise probablement la plus payante au cinéma. Ouais. À part peut-être Marvel, je sais pas, j'ai pas comparé les chiffres. Et tout ce qui nous. Je veux dire, moi je m'attends à vraiment pousser la barre à chaque fois. Là, et moi, on me donne des forêts américaines. Mais tu voulais les revoir dans un désert? Non, mais Ou je dans veux la les voir neige. je veux dire, je veux les voir sur d'autres planètes, je veux les voir sur d'autres mondes, je veux voir des choses différentes. C'est tout ce que je souhaite. Je veux dire, dans le dernier épisode de. Ben, je vais vous spoiler, là, le dernier épisode de Mandalorian, ils sont sur un bateau sur de la lave. J'ai jamais vu ça dans Star Wars. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà vu ça dans Star Wars, mais j'ai jamais vu ça dans un. Je fais pas ça dans le cinéma québécois. Là. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Justement, au niveau des premiers films, ça, c'est vrai que c'est un truc qui était vraiment cool, le fait qu'on se sentait complètement dépaysé. Là. Ouais. C'était des planètes qui étaient très. Comment je dirais ça?
il était très caractérisé directement. Tu sais, C'est ça. on pense à Tatooine, on les voit, les déserts. Là. Ou même la forêt dans Hoth, je pense. Non, pas Hoth. Ça, Endor. c'est la... Endor, ouais, Non, Endor. je sais pas si c'est des séquoias, mais c'est des arbres massifs qu'on n'a jamais vus. Oh, c'est oui. pas une petite forêt américaine que tu retrouves dans ton jardin en arrière. là. En effet. Bon, pas à Montréal, mais bref. Ouais, fait que pour retourner genre aux scènes qu'on avait pas aimé genre dans Star Wars, je dois avouer que les chorégraphies genre de fighting, comme on avait parlé genre tout à l'heure, ouais, genre, Obi-Wan qui est censé être genre le gros maître Jedi, genre super expérimenté, qui fait juste comme tenir son bâton genre devant lui, genre puis genre comme chou. Je pense parce que l'acteur devait faire attention à son arthrose, un truc comme ça, Non, vu l'âge ouais, qu'il non. avait. Non, je sais ça. Puis genre, tu sais, comme je le pardonne, mais en même temps, genre, même Darth Vader, genre, c'est la même chose, genre. Ouais. Puis c'est juste dans le 5e épisode que t'as commencé à vraiment voir des chorégraphies un peu plus genre poussées, un peu plus genre Ouais. grandioses, disons, genre. Mais ouais, genre, pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai que la première chorégraphie était très. Très difficile à Très- regarder très pour moi. Là. décevante. Ouais. Sinon, dans les meilleures scènes, avez-vous d'autres idées? Ah, mais attends, mais moi j'ai une scène pas belle. Là. Ah, ok, Vas-y. Let him speak! J'ai le goût. J'aime comment Luke, homme dans la vingtaine, va se coucher sur son lit et jouer avec un vaisseau comme s'il aurait 7 ans. Genre. Ah oui. Mais c'est le rêveur qui rêve, là, je pense. Je pense que c'est... Ouais. Je vais pas glorifier cette scène-là d'aucune façon, là, mais je trouve que c'est ironique. Là, je veux dire, tu t'assois dans la salle de cinéma pour rêver à des vaisseaux et tu te retrouves devant un personnage qui rêve à des vaisseaux. C'est très drôle. Genre. Ouais. Puis pour des scènes qu'on a aimées, écoute, je reviendrai pas sur la fameuse scène où je suis ton père. Là. On reviendra pas sur celle-là. Tout le monde l'aime, tout le monde la connaît. le monde Mais. Tout le monde l'aime. Ben, Moi, je le déteste. je connais En vrai, pas. moi, c'est une de mes plus grandes frustrations, c'est je me dire, si j'avais grandi dans les années 70, que j'étais allé voir le premier au cinéma, puis que 2 ans plus tard, j'étais allé voir le deuxième, et tu grandis dans cette attente de dire, ouais, j'espère que Luke va venger son père et puis battre Darth Vader, et puis en fait, bah non. Je suis ton Juste, père. je pense que voilà, si c'est le plus gros spoil de tous les temps, c'est pas pour rien, et le fait de pas avoir vécu ça à ce moment-là, franchement, ouais, c'est une de mes plus grandes frustrations de cinéphile, je dirais quand même. Ah, c'est clair. Parce... En plus, si on regarde l'époque, là, c'est rare qu'il y avait des grandes révélations Ouais. comme ça dans les C'est vrai, films. ça. Là. C'est Ouais. vraiment quelque chose qui est arrivé plus tard dans le Mm. mainstream avec, entre autres, Shyamalan. Ouais. Mais avant, des grandes révélations plot comme twists. ça. Ouais, ça, des plot Uh-huh. twists, il n'y en avait pas énormément Bah, au cinéma. Là. Tu sais, c'est un peu comme si on te spoilait, je sais pas, la fin d'Usual Suspect par exemple. Ouais, ouais, tu vois, genre. c'est vrai. Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai, c'est complètement vrai. Ouais. Mais en même temps, non, c'est vrai, je l'aime. Je m'étais pas prononcé sur cette scène-là, mais j'aime bien cette scène-là, je crois, juste parce qu'elle est mise en hyperbole. Mais genre vraiment, là, on crie, c'est non, je ne suis pas en vrai. Et je tombe dans un trou infini de 4 km de long, genre. C'est genre, ouais, ça donne l'effet un peu, là. C'est vrai. Ouais, puis... Mais personnellement, je crois que la scène qui m'a le plus marqué de la première trilogie, c'est vraiment tout le moment où tu crois que... Ben, t'as Han Solo qui est pris dans la carbonite, puis t'as Luke qui est sur le point d'être sacrifié au Sarlacc, je crois que ça s'appelle. Mhm. Puis la scène où justement il regarde R2D2, on voit le sort. Ce bout-là est tellement cool que c'est difficile de trouver des défauts dans une scène Ah. autant bien faite. La princesse qui se défait ses liens aux mains de l'agresseur. Ouais, puis qui l'étrangle en plus avec Ouais, ses ouais, chaînes. Là. Ouais. Tu sais, Je le sais pas Léa ton avis. est très badass, là, on va Ouais, se le ouais. dire. Là, Ah, Puis ça, c'est un truc que j'ai trouvé un peu triste, si je peux dire ça comme ça, avec la deuxième trilogie, que je reviendrai plus en détail à un autre moment, mais Léa, dans la première trilogie, est géniale de A à Z, du début à la fin. Tu sens toujours qu'elle a une responsabilité qui est très puissante, puis que ce qu'elle fait, ça l'impacte. Un peu moins dans le 6, disons. En fait, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire et t'as raison, mais moi, ce qui me dérange un peu dans les Star Wars, c'est qu'il y a quand même, notamment avec le personnage de Han Solo, il y a quand même un énorme côté macho. Ouais, c'est Et clair. Je pense que à l'époque, les mœurs ont changé et c'est passé complètement ok. Ouais. Mais je sais plus, une amie m'a montré une vidéo et qui voulait justement alerter un peu là-dessus, de savoir pourquoi encore on se laisse vivre dans une société patriarcale. C'est parce que il y a trop de comportements avec lesquels on est ok. Et le Ouais. problème, c'est que justement dans la culture, on a encore des personnages qu'on va dire ouais, il est badass, il est charismatique. Non, t'es juste un gros porc macho man en fait. Et il y a des moments assez cringe entre Han Solo et Leia où Ah oui, justement Leia est au final sur la provoque au début à répondre à ses affronts, mais au final
sais, elle se laisse toujours un peu gagner par Han Solo. Ouais, et ouais, ouais. je trouve ça un peu malsain quand même. Ouais, ce côté-là est plus malsain, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais si sinon, tu je suis d'accord avec toi. Si oui, tu pour le compares reste, oui, justement ensuite avec Padmé, Padmé, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier film, elle est vraiment cool, puis Ouais. elle a du La pouvoir, de la prestance, prestance, etc. Dans le deuxième, ça commence à basculer. Dans le troisième, Ouais, ouais, elle ouais, ne ouais. sert à Ouais, rien. ouais, ouais. Mais c'est Mais ça que ça fait vraiment- l'amour. Ah! C'est la porteuse. Mais ouais, donc c'est ça, à ce niveau-là, c'est un petit parallèle sur Leia, mais ouais, la Ouais. scène qui m'a le plus marqué, c'est définitivement celle-là, Ok. avec Ouais. Jabba. Pour moi, je dirais, c'est peut-être même pas une scène au complet, mais ce serait à la fin du 6. Il y a juste ce moment où Luke se met un peu à part de tout le groupe et il va regarder le fantôme ou le spectre de Yoda et Obi-Wan et puis de Ouais, Anakin. ouais. Et juste l'échange de regards à ce moment-là, je sais pas, je trouve cette scène incroyable. Je pense qu'elle me met les larmes aux yeux. Alors que je sais pas Ouais, concrètement expliquer ce qui est censé se passer dans cette C'est scène. touchant, genre. Ouais, mais c'est un truc que je mental, regarde de temps en temps sur YouTube encore, tu vois, je mets juste ces minutes-là et puis... la première fois que je l'ai vu, c'était sur un DVD, c'était une réédition dégueulasse où c'était la tête de Hayden Christensen qui était Ouais, ouais. et que c'est très mal foutu parce que il y a clairement un décalage entre les Ouais. effets spéciaux et puis il est même pas intégré Mhm. avec le personnage de Obi-Wan et de Yoda. Enfin, mais je sais pas, il y a vraiment une magie dans cette séquence. Enfin, c'est plus court qu'une séquence, mais là, je la trouve extrêmement forte celle-là. C'est vrai que la fin, c'est un peu comme parler de la fin dans Blade Runner, le premier du nom, Ouais. où est-ce qu'une scène résume une fin, un film au complet. Dans ce cas-ci, ça résume une trilogie, sinon même les 6 films, avant même qu'ils soient faits. Je veux dire, c'est dans un échange de regards, de dire oui, j'ai compris, ou oui, me voilà, genre, Ouais, c'est- à travers toutes les aventures, je suis là. Genre. je suis où Mhm. j'aurais dû être depuis le début, en fait, pour Anakin, Mort. justement. non. Non, mais c'est-à-dire qu'il fait un avec la force. Oui. Il est revenu du bon côté. Ouais. Donc, il est là où il aurait dû être à partir du Mhm. début, justement. Mhm. Ben moi, la scène, genre, en fait, j'en ai 2 scènes, genre, qui me viennent en tête, genre. La première, c'est genre la scène d'introduction de Luke dans le 4e épisode. Genre, tu sais, comme quand il regarde les 2 soleils, puis genre, t'as le theme, genre, de John La Williams Force. qui joue, là. Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment super beau. Genre, tu sais, comme la shot de lui en train de regarder, genre, les 2 soleils couchants et tout. Puis, la deuxième scène que j'ai vraiment aimée, c'est aussi, genre, dans le 5e épisode, quand il y avait Luke et Darth Vader qui se battaient. Genre, je trouvais que c'était super cool. Ouais, Ouais. ouais. Je peux peut-être mettre un petit souligner. Comment il s'appelle? Le général Akbar? Oui. It's a trap! C'est la révélation, puis c'est pendant un combat. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Tiens, si on peut faire une petite minute quiz, ou justement comme ça pour le fun, est-ce que vous savez, donc pas la réplique la plus culte de Star Wars, mais il y a une réplique qui est citée dans les 9 films. Et peut-être plus. I have a Oh, bad I have feeling a bad about this. feeling about Ouais, Ah, this. ben oui, voilà, exactement. Ouais, Ouais. Et ça parce qu'il me semble que ça a été relevé il y a pas très longtemps, Ouais. mais alors qu'ils ont dû se passer le mot, genre pour perpétuer la tradition à chaque fois. Moi, je me Mhm. souviens, genre, dans Rogue One, c'est drôle parce que, genre, à un moment donné, il y avait, genre, je pense qu'il s'appelle K2SO, le droïde, Oui. genre. Ah, ouais, Il ouais. arrive, Pour puis le comme- dire. Il est pour le dire, puis il faut comme, shut up. Ouais. Ouais. Cadeau est sûr, en parlant de ce film-là, moi j'ai bien aimé ce personnage-là parce qu'il me faisait Ouais. penser à GLaDOS. Oui, un peu. Ouais, hein? Ouais. Petite parenthèse. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais Sébastien, l'acteur qui... excuse, vas-y. ta séquence préférée? Ben, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé beaucoup de Yoda. Ah! Ouais, en c'est effet. vrai, Mais ouais, moi, c'est la, vrai. mais moi, C'est la qui, scène, mais moi, la scène de training avec Yoda, je l'adore parce que, genre, je sais que c'est cliché, que c'est le petit lutin sur le bord du chemin, que turns out c'est le Wizard Master. Mais, je sais pas. Je trouve qu'il est extrêmement lovable, Yoda. Ben oui, ben Oui, oui. oui, c'est un personnage qui est Ah. très cool. Il a bien été fait aussi en étant de marionnette, là, et tout. Ouais. là, bien animé et tout. Ouais, c'est vrai, ça. Ah, Tu vois, c'est pour ça qu'en plus j'ai envie de dire justement encore chapeau à l'épisode 8, c'est parce que justement ils font réapparaître Yoda Ah, ma peine. Ouais. dans vraiment le design qu'il a Qu'il avait au départ, ouais, ouais. plus que Mhm. celui de la prélogie, et j'ai trouvé ça encore plus touchant vraiment. C'était pourquoi? C'est Est-ce vrai. que c'était pour venir engueuler Luke? Ben, Il était Ben, genre pas devant pour l'engueuler, l'arbre, mais puis, pour, quand il détruit le temple de Ouais, Yoda, ouais. justement. Ah, ouais. Globalement, là, si on avait à conclure un peu, là, est-ce qu'on peut dire que... Puis je pense que ça va être la dernière question que je vais poser afin de terminer ça. Est-ce qu'on peut affirmer que la première trilogie
si des films dans ce style-là venaient à sortir aujourd'hui, ils seraient totalement mal reçus Ouais. au cinéma. Ouais. Mais que, donc c'est vraiment un produit de cette époque-là, sauf que c'est tellement quelque chose qui a façonné l'histoire que même si c'est pas dans les meilleurs films de science-fiction au monde, ils ont pas le choix d'être comme considérés comme étant dans le meilleur des films Ouais. de science-fiction. Ouais. Bah, c'est un peu son problème, je dirais, c'est oui. Le fait est que simplement ce soit un univers pas réel, mais qui a cherché à être vraisemblant pour qu'on puisse accrocher à l'histoire. Oui, il y aurait eu énormément de travail à faire pour que ça prenne aujourd'hui, Ouais. mais que. En même temps, c'est un peu le rêve de tout le monde de se dire on va mettre des cow-boys de l'espace avec des épées laser et puis personne n'a envie de dire oh non. Non, j'ai pas envie de voir ça. Donc, Ouais. Ouais, très vrai. Ouais. Mais j'ai une question en lien un petit peu avec ça. Là. Vous êtes dans le film. OK? Ouais. On vous projette. Parce que l'idée, c'est ça, hein? C'est de se projeter dans le film. c'est de se projeter carrément, dans- carrément. Vous êtes du bon ou du mauvais côté? Du light side ou du dark side? Ah, je veux dire, ça dépend si je suis sensible à la force parce que comme c'est déterminé, c'est complètement au hasard. Est-ce puis- que tu sers au récit? Voilà. Oh my en god. vrai, tu vois, je sais même pas si je serais sensible à la force. Ah, Bah, Je non pense que j'aurais peut-être un rôle dans le background, genre. ah. genre Est-ce que tu rebelle. serais avec les rebelles ou avec... Ben non, je l'Empire? pense que par lâcheté, j'aurais choisi la facilité, je me serais rangé du côté des puissants et j'aurais forcément été dans l'Empire, je crois. Ce serait genre le Ouais. Stormtrooper qui se frappe la tête, genre parce que t'es trop grand. Ben voilà, peut-être pour ça que j'aime énormément cette scène. du coup. Moi, écoute, je crois que je me réincarnerais en Wookiee ou en Ewok. Ouais, non, clairement en Wookiee, ouais. Je Ah, serais- avec le poil, là. Ouais, puis un esclave, là. Écoute, je serais définitivement un Wookiee dans l'univers de Star Wars, je crois. Moi, j'ai envie d'être tu sais, les robots qui roulent, là. Les droïdes qui, avec le bouclier. Ah, là, qui- BB-8, là? Non. Ah, ouais. Ah, les droïdes ouais. DK. Ouais, des cas. Ouais, je veux dire, c'est cool, là. Je veux dire, tu peux marcher de deux façons différentes, puis tu peux te protéger. En tout cas, mais- Donc, tu serais du côté obscur, toi Ben oui. Puis t'aurais énormément beaucoup de personnalité aussi. Ouais. Mais c'est con à dire, mais les petits battle droids là, qui ressemblent à des canards, là. Ah, ok, les Ah, ouais. aussi. Genre. Wow, ok. Eux autres, ils parlent genre. Ok, c'est con à dire, là. Mais dans la série animée Clone Wars, c'est des fucking minions. Despicable Me, là, genre les battle droids Ah. dans la série animée, c'est les fucking minions. Puis ça m'énerve un peu. Est-ce qu'on va voir des mères et des personnes de 40 ans et plus poster des mimes de ça, donc, d'ici quelques années? Possiblement. Toi, Victor, ton personnage dans Star Wars? J'en ai aucune idée. Peut-être Boba Fett. Ouais. Ah, Tu vois, le mythique. Ouais. Ouais. True. C'est une excellente question. Je dirais peut-être un Jawa. Donc, conclusion, mes chers amis. Ouais, ben c'est ça. Dans un premier temps, je tiendrai à remercier nos deux invités d'aujourd'hui, Victor Montoya. Mais de rien. En espérant qu'il y aura d'autres fois. En espérant. Ouais, Victor Cotte, merci beaucoup de votre Merci à présence, vous. les gars. Merci. Ça a été très apprécié. Merci à toi. Je remercie aussi aux gens qui vont écouter ce podcast, en espérant que vous soyez nombreux. On espère vous On voir. a des cadeaux à faire gagner, restez. Wow, c'est moi qui ai le budget, là. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous serez avec nous la semaine prochaine lorsqu'on abordera le thème des films d'animation. Parce que le cinéma d'animation est vu un peu comme un divertissement vraiment visé pour les enfants, alors que il y a beaucoup de films d'animation qui sont aussi destinés aux adultes et plusieurs blagues dans les films d'animation dits pour enfants, de Disney Pixar entre autres, qui sont destinés également aux adultes. Donc, c'est toute l'équipe d'Equilibrium qui vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, encore une fois, en vous rappelant que le but d'Equilibrium, c'est de trouver les zones de gris dans tout ce qui est souvent jugé comme trop blanc ou trop noir, et donc d'arriver à un constat que rien n'est parfait, mais que rien n'est complètement mauvais non plus. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.